c'est ce qui me fait ma passion, quoi. Qu'est-ce qu'elle est reposante cette petite musique, elle fait du bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second opus du Crypto Fan Club. Je suis en compagnie de Julien, CEO de Descoin. On va parler aujourd'hui du cœur un petit peu de la crypto, je trouve. On va voir évidemment qui est Julien. On va revenir un petit peu sur la blockchain avec des éléments nouveaux. Et puis derrière, les critères pour choisir ces plateformes de trading, des choses qui me sont demandées très régulièrement. On va voir tout ça ensemble avec Julien. Et écoutez, c'est parti puisqu'il est avec nous. Salut à toi Julien, j'espère que tu vas bien. Présente-toi un petit peu et puis on est parti quoi. Ouais, super. Ouais, la transition, elle est entre le Google Meet et le Allez. live est super spéciale. Ouais, j'imagine. Ouais, mais bon, du coup, tu peux, franchement, coupe le son du live pour pas être perturbé. Tu verras que ça ira. Tu auras le chat normalement. Par contre, tu m'entendras en direct et ça, c'est quand même un petit peu mieux pour répondre aux questions. Donc ouais, comment vas-tu? Et puis, comment se passe un petit peu ton activité? Dis-nous tout. Super, super. Bah, bonjour à tous déjà. Donc, je m'appelle Julien, j'ai 24 ans. Donc, je suis un entrepreneur dans le monde de la crypto, de la blockchain. Donc, il y a un monde assez récent, mais qui au final reprend de nombreuses directives et de nombreuses choses dans le monde traditionnel. Donc, ça reste la même chose sur l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai entrepris premièrement, donc du coup, avec Owen Simonin, donc alias Asher, Ouais. sur la société Just Mining. Et de fil en aiguille, on a eu d'autres projets en tête. Et on est arrivé sur une idée de projet qui se nomme aujourd'hui Descoin, qui est une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies. Ok. Donc aujourd'hui, on en reparlera quand même juste en coup de vent, mais ta plateforme, elle est pas destinée aux utilisateurs, on va dire en B2C, donc des particuliers. Donc aujourd'hui, en fait, le discours, et c'était très important pour moi, de Julien, il n'est pas orienté marketing. On va vraiment parler des fondamentaux, comment choisir une bonne plateforme de trading, sans parler nécessairement de la tienne puisqu'elle n'est pas destinée pour l'instant à ce public-là. Donc je trouvais ça très important. Juste par rapport à toi et ta présentation, comment tu t'es intéressé à la crypto et si tu veux le projet Just Mining quand tu t'es mis avec le hasher du coup dessus, qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec le hasher et puis comment t'es arrivé à travailler dans la crypto quoi? Ouais, tout à fait. Bah, donc, en tout cas, merci de l'avoir précisé. Donc, c'est vrai que la plateforme aujourd'hui, elle n'est pas destinée de manière à des B2C, on va dire, dans un premier temps. On est vraiment une phase bêta test. Donc, on attend les réglementations et les régulations pour lancer justement l'offre aux clients, on va dire, particuliers. Mais c'est déjà une société qui tourne et qui nous permet aujourd'hui d'en vivre. Donc, pour revenir un petit peu en arrière avec comment je suis tombé en fait dans cet écosystème, c'est assez simple. Je pense que vous connaissez un petit peu Owen. Il est assez entraînant quand il en parle et il se trouve dans la même association étudiante à l'EDEC, donc en école de commerce. Donc on est tombé je suis tombé tout simplement dessus quand il a commencé à faire ses toutes premières vidéos dans sa chambre à l'EDEC et de fil en aiguille, en fait, on est partis tous les deux aller aux États-Unis étudier et en fait au retour des études, Owen a vraiment lancé commercialement Just Mining. Il m'a dit bah voilà, j'essaye de m'entourer de têtes assez bien pensantes. Moi, j'avais bien fité avec l'univers des cryptos. Et pour la petite histoire, je suis venu sur Metz, parce que je ne suis pas du tout de Metz. Ah. Je suis venu sur Metz 2 semaines. Et il m'a dit, mais tu sais que si tu viens pour me donner un coup de main, tu ne repartiras jamais. Et il avait raison apparemment. Et donc, depuis ça, on est basé sur Metz et on a monté quelques petits projets avec une bonne petite team. Et maintenant, ça se passe super bien. Metz, c'est 57, on est d'accord hein? Ou c'est 50? Exactement. Ouais, ok, ça, c'est la Moselle. Bon, c'est pas très loin de ma terre d'enfance, c'est pas très loin de là où je suis né. Je suis né juste à côté, à Verdun, donc on se connaît, on se connaît. Mais c'est vrai que, en plus de base, pour la petite histoire, il y a quasiment personne qui est de la région. Owen est corse, on a un autre ami qui est de Corse. Il y a une personne qui était de la région, mais pas forcément. Et on s'est tous rassemblés ici, en fait, pour créer un petit peu le monde de demain. Et
et justement essayer de répondre aux solutions de tous les utilisateurs du monde de la crypto demain. Vous avez explosé finalement l'indice d'immigration l'année où vous êtes installé, quoi, parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui s'installent à Metz comme ça, qui viennent d'autres régions. C'est comme ça, les gars. C'est la Lorraine, hein, on connaît. C'est comme ça. Eh bien, Et même pour l'histoire, historiquement, donc du coup, dans cette région-là, il y avait énormément de mining. Donc c'est tout ce qui était ArcelorMittal, beaucoup de sidérurgie, mais il y avait beaucoup de mines. Et en fait, quand on est arrivé et que tu t'appelais le Just mining s'est Mining. lancé, Ah ouais. exactement, les gens, ils nous citaient, en fait, ils disaient, en fait, c'est le mining qu'on a connu, mais 2.0 sur Internet. Et Ouais. c'est un peu comme ça qu'on s'est fait Ce connaître. serait marrant que ça devienne le bassin français du mining maintenant. Très bien, alors on va parler aujourd'hui, je vais quand même vous présenter un petit peu le plan comme la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler des différents acteurs dans la blockchain, puisque la dernière fois, on a défini la blockchain et les crypto-monnaies, mais on n'a pas vraiment parlé des différents acteurs. Justement, les mineurs en sont, donc on va revenir un petit peu là-dessus. Ensuite, on va parler directement plateforme et critères justement pour pouvoir choisir sa plateforme de trading, parce que maintenant, vous savez ce qu'est une crypto si vous avez regardé l'épisode 1, sinon d'ailleurs, tout est dispo sur YouTube. Vous savez ce que c'est que la blockchain, et comment c'est né un petit peu tout ça, mais vous savez pas vraiment les erreurs sûrement à ne pas faire pour acheter ses premiers bitcoins. On va pas parler aujourd'hui analyse technique, c'est-à-dire trader tout simplement, ouais, là ça monte, là ça descend, donc il y a des bonnes chances que... On va pas parler de ça, on va vraiment parler de l'utilisation et des bonnes pratiques vis-à-vis des différentes plateformes, parce qu'il en existe plein. Des plateformes, c'est un petit peu comme les banques, hein. On a, pour faire le parallèle, on a les marchés financiers normaux, donc la bourse. Vous pouvez trader via Crédit Agricole, via le LCL, via que sais-je d'autre, les banques en ligne, les nouvelles banques aussi, des banques internationales, tout autant de choses qui existent aussi en crypto, mais avec une petite poussée, hein, quelque chose qui va encore plus loin, on en parlera certainement. Donc ensuite, comment échanger ses premiers bitcoins une fois qu'on a choisi sa plateforme, et derrière, on fera un petit point justement disclaimer sur les parrainages, parce qu'on sait qu'il y a pas mal enfin en vrai même pas tant que ça, mais il y a des influenceurs crypto-monnaies, il y a des gains à avoir pour l'influenceur souvent, et parfois pour les utilisateurs derrière les liens de parrainage, des trucs comme ça. Mon rôle, ce sera d'être très transparent avec vous. Je vous donnerai des exemples puisque j'en ai. Voilà, de faire la différence vraiment entre ce qui est cool pour vous deux, donc utilisateur et l'influenceur, et ce qui est plutôt dangereux. Voilà, et puis ensuite on verra les méthodes de sécurisation directement sur la blockchain. Vous voyez, hein, je tourne la tête à chaque fois, c'est parce que j'ai mon plan juste ici. Méthode de sécurisation sur la blockchain qui sera juste un petit peu touché, mais il y a tellement de trucs à dire que ça fera certainement l'objet d'une émission complète. Donc on verra, on l'effleurera tout simplement. Voilà. Donc on est parti. Écoute, je te laisse enchaîner directement sur, pour toi, quels sont les différents acteurs de la blockchain aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense qu'avant de vous présenter les plateformes, c'est essentiel de recontextualiser. Donc aujourd'hui, on évolue quand même dans un milieu qui est financier. Donc le milieu financier, on connaît les banques, on connaît les courtiers d'assurance, on va connaître justement les assurances. Ouais. Et en fait, tout cet écosystème-là, aujourd'hui, il est aussi répliqué dans le monde de la crypto-monnaie. Donc on va avoir des places de marché comme, si on prend le monde traditionnel, Euronext, on va avoir des courtiers en assurance, on va avoir des brokers, enfin, donc, du coup, qui sont des courtiers et qui vont essayer de choper le meilleur prix à l'instant T pour le client. Ouais. On a également des acteurs qui vont se charger seulement de la conservation des fonds. Donc il y a vraiment un peu tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, c'est une grande bulle. Au sein de cette bulle, chaque acteur va avoir un rôle qui est différent. Et le rôle, il est encore plus différent dans le monde de la crypto-monnaie, parce on est vraiment en train de révolutionner un peu ce monde de la finance. Et on est en train de splitter, parce que ce qu'on connaît beaucoup dans le monde traditionnel, c'est le too big to fail. Justement, c'est les banques qui font un peu tout. Ils font du crédit, ils font de l'assurance, ils te permettent d'acheter des actions, ils te permettent de conserver, ils te permettent d'envoyer des fonds. Ouais. Donc pour recontextualiser, toutes ces fonctions-là, elles se retrouvent également dans le monde de la crypto-monnaie, mais elles vont se retrouver soit de manière décentralisée. Donc il y a un moment, c'est l'utilisateur qui va pouvoir faire lui-même les actions, alors qu'auparavant, c'était la banque qui faisait les actions pour lui. Ouais. Et on va également avoir le côté centralisé, hein, parce que forcément, on est quand même dans un monde qui fait une transition, donc d'un monde centralisé vers un monde décentralisé. On ne peut pas passer du monde centralisé au monde décentralisé d'un coup comme ça. Sinon, on perdrait tout le monde et ça ne serait pas super pertinent. Du coup, ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, les acteurs qui sont aujourd'hui dans le monde traditionnel, ils ont aussi la volonté de passer potentiellement dans le monde décentralisé.
Et donc, quand on passe dans ce monde qui est décentralisé, super. J'ai Owen qui me fait un petit stop avec un petit retour vidéo. Je vais être encore plus optimal. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a différents acteurs dans ce milieu. Par exemple, si on prend le milieu de la crypto-monnaie, de la blockchain, Ouais, aujourd'hui, on a des acteurs qui vont développer, par exemple, des portefeuilles, donc des wallets. Ça va être une entité qui est indépendante de la plateforme de l'exchange qui va nous permettre de trader les fonds. ouais. Donc, on va avoir des wallets d'un côté, on va avoir même les acteurs qui développent les blockchains eux-mêmes, donc par exemple les infrastructures. Ethereum, qui est une fondation derrière, donc c'est des personnes qui vont quand même développer la plateforme. On a également du coup des brokers, donc qui vont aller se sourcer sur les différentes places de marché qui sont les exchanges. Donc pour être un peu plus vulgarisateur et que ça parle un peu plus aux gens, les exchanges, c'est des plateformes où on va avoir une rencontre de l'offre et de la demande. Donc par exemple, je souhaite acheter 10 Ethereum au prix de 1000 euros. Et il y a un autre Qui vendeur qui fait est sur ma la passion, quoi. plateforme et qui se dit, bah voilà, moi j'ai 10 Ethers à vendre, mais ces 10 Ethers, je les vends à 1200 euros. Ce qui fait que bah, si quelqu'un veut acheter sur la plateforme les 10 Ethers, il va devoir payer les 1200 euros. Et donc, plus une plateforme a de liquidité, donc enfin, plus une plateforme a de gens, plus on va dire le gap entre l'acheteur et le vendeur, il est quasiment égal. Et réduit. Ouais. Exactement. Et c'est les plateformes d'exchange qui aujourd'hui déterminent, excusez-moi, le cours du Bitcoin. Parce qu'il n'y a pas de cours qui est régulé. Aujourd'hui, si on va chercher dans un bureau de change le cours du dollar, le cours de l'euro, le cours du dollar canadien, c'est des cours qui sont garantis par des États et qui ont un cours, on va dire, fixe. Ça, Je l'entends. c'est très important. Ouais, c'est très important. Donc, pour reprendre un petit peu tes propos, au niveau de l'euro, l'US dollar, etc., en fait, c'est parce que, tu l'as dit, c'est ultra régulé et bah, n'importe où on soit dans le monde et surtout sur n'importe quelle plateforme bah, traditionnelle, on aura exactement la même valeur au tenté entre 1 euro et 1 dollar. Et du coup, j'imagine que la différence, c'est que, comme tu l'as expliqué, par rapport au Bitcoin, c'est pas du tout le cas. On peut avoir des différences évidemment entre les différents acteurs, donc entre les différentes plateformes d'échange notamment. Exactement. Enfin, je pense Elles qu'on sont de rentrera quel peut-être un petit ordre peu. à peu près du tout au tout? Alors franchement, il y a certaines plateformes qui vont pouvoir enfin, pratiquer un prix du Bitcoin qui est presque 1000 euros plus cher Ok, qu'un autre Bitcoin. Donc forcément, cette différence de prix, elle est toujours plus importante pour des gens qui vont mettre des gros montants. Quand on investit 100 euros, bah, on la voit un petit peu la différence. Enfin, la différence, elle est toujours proportionnelle. Mais ouais. par exemple, quelqu'un qui vient et qui met 100 000 euros et qui achète par exemple 10 Bitcoins, ces 10 Bitcoins, bah, la différence de 1000 euros par Bitcoin, il va quand même payer 10 000 euros de plus que ce qu'il aurait dû. Et Ouais, c'est quand même énorme. ouais. Si, enfin, si le prix du BTC était à 10 000, voilà. Oui, 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 ouais. On va toujours relativiser, on va faire des chiffres simples évidemment pour pas vous perdre. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est à peu près à 60 000, donc on va dire on va utiliser 600 000 pour 600 C'est 000. ça. Voilà, il y a des, justement, il y a des exchanges qui vont lister le prix du Bitcoin contre le dollar à 60 000 dollars, on va dire. Et eh bien, il y a d'autres exchanges. C'est pas forcément qu'ils sont moins scrupuleux, comme tu l'as dit, c'est en fonction de l'offre et de la demande et surtout de la quantité de Bitcoin qu'ils possèdent et en échange de quel montant tu vas leur offrir. Eh bien, ça pourra varier. On pourra peut-être passer jusqu'à 59 000 ou jusqu'à 61 000. Maintenant, je pense, Julien, qu'il y a des acteurs qui sont quand même plus importants que d'autres ou des exchanges qui le sont plus que d'autres. Et là, encore une fois, tu me parles uniquement d'un intermédiaire, puisque finalement, quand on a un prix qui est listé comme ça passe forcément par un intermédiaire. Et le principe même de la crypto, c'est d'éviter un petit peu ces intermédiaires. En tout cas, c'est pour ça que ça avait été créé. Donc, comment ça se passe si, bah moi, voilà, je suis Junpei, je détiens un Bitcoin et je veux le vendre à 65 000. Est-ce que je suis obligé de le passer par une plateforme, quelle qu'elle soit, ou est-ce que je sais pas, je peux me mettre sur un réseau et dire, écoutez, moi j'ai un Bitcoin et je veux le vendre à ce prix-là et je veux pas que ça passe ni par un exchange ni par rien du tout. Je veux juste que ça passe d'une personne à une autre et qu'on s'échange comme ça. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Tout à fait. Alors, le vrai intérêt, enfin, c'est vrai on l'a pas rappelé, mais ça, je pense que ça reprend les éléments que vous avez parlé avec Owen précédemment. Le fait de détenir soi-même un Bitcoin, donc un Bitcoin qui n'est pas détenu sur une plateforme, par exemple, si on prend l'exemple de Binance, qui est aujourd'hui la plus grosse Ouais, plateforme, quand vous déposez et que vous achetez un Bitcoin sur Binance, c'est Binance qui détient votre Bitcoin. Si à côté de ça, vous avez une ledger ou un portefeuille, euh, la plupart du temps du coup numérique, mais la ledger est aussi physique en portefeuille,
cette ledger-là, elle vous permet de détenir soi-même le Bitcoin. Donc, en détenant soi-même le Bitcoin, ça veut dire qu'une plateforme qui a un problème ou une plateforme qui ne veut pas que vous bougiez vos fonds, un peu comme ce que fait la banque aujourd'hui, hein. Le Oui. vrai problème aujourd'hui sur les plateformes d'exchange, qui sont encore centralisées, on appelle ça des plateformes centralisées, elles ont encore le pouvoir sur votre argent parce qu'elles détiennent les clés privées, donc elles détiennent l'accès à vos bitcoins. Et c'est le même modèle en banque aujourd'hui. Et c'est notamment pour ça qu'on tend vers un monde qui est un peu plus décentralisé. Parce que quand en 2015, Alexis Tsipras en Grèce, il est arrivé, il a dit bah voilà, tous les retraits euros, on arrête. Et moi, je veux pas que vous fassiez de virement ou que vous retiriez du cash. Là, les gens, ils ont commencé à s'inquiéter. Mais comment ça? C'est mon argent qui est en banque. Et du coup, tout simplement, la banque, elle vous dit bah non, l'argent que tu déposes en banque, c'est l'argent qui m'appartient. Ouais. Donc, c'est la Et banque ça, qui détient les fonds. c'est Et ça, terrible. c'est fort. Oui. Ouais. Et ça, c'est très fort. Et encore plus fort quand on voit que du coup, toutes les dérives et toutes les crises qui se passent en ce moment, on tend quand même vers un modèle qui, à force, va sûrement exploser. Donc, d'où l'intérêt de penser au monde de demain. Et ça rebondit un petit peu sur ce que je disais au tout début. C'est aujourd'hui impossible de passer du monde centralisé à un monde décentralisé pour tout le monde d'un coup. Donc, les plateformes aujourd'hui, même si elles restent centralisées, elles servent à l'adoption. Donc, c'est quand même une bonne chose. Mais par contre, si toi, demain, tu veux passer en dehors de ce réseau centralisé, aujourd'hui, il existe des solutions qui te le permettent. Donc, premièrement, c'est soit tu vas connaître une personne en face, donc tu connais directement l'acheteur et l'acheteur va directement te les vendre, Ouais. de te les acheter du coup. Donc, tu dis, voilà, moi j'ai un BTC, je veux le vendre à 65 000 $. Donc, ça reste comme un échange que tu ferais sur le bon coin où tu négocies ton vélo, plus ou moins au cours actuel, même si on sait qu'il n'y a pas de cours légal. Et donc, dans ce cas-là, toi, tu fais l'envoi et lui te fait la rétribution en euros, en cash ou peu importe. Mais on est d'accord que l'envoi, il peut se faire en même temps, mais tu n'as pas de moyen de vérifier. Si tu veux, si le mec n'est pas à côté de toi, eh bien, tu peux pas vérifier parce que c'est pas un échange quand tu envoies. C'est juste toi, tu envoies une donnée et pour le coup, une monnaie numérique à quelqu'un et lui, t'espères qu'en échange, il t'envoie aussi ses dollars, quoi, ou Tout à fait. son autre monnaie. C'est pour ça, là, je parlais vraiment dans le cadre où tu connais la personne, tu la vois en Oui, physique, bien sûr, bien sûr. tu Non, non, fais de mais l'échange, on va dire, informel. ouais, Pour formaliser un petit peu plus cette chose, il y a des gens qui sont quand même dit, un peu comme justement Le Bon Coin, mais de la crypto. ouais, Je crois que c'est Local Bitcoin, le nom. Sur Local Bitcoin, c'est des particuliers entre particuliers qui s'échangent de la crypto-monnaie sans ok, passer par une plateforme. Bon, il y a quand même la plateforme qui fait de la mise en relation, mais concrètement, tu n'échanges pas des bitcoins qui étaient détenus par la plateforme et qui ont été échangés en fonction de l'offre et de la demande. ok, Là, c'est vraiment un marché qu'on appelle presque OTC, c'est un marché de gré à gré, donc c'est-à-dire de personne à personne. Il y a du coup la deuxième solution en dehors de ce marché gré à gré, c'est de se dire il y a le marché qui est centralisé et il y a la troisième solution qui là tend vers une solution qui est de plus en plus décentralisée, c'est la solution des DEX, donc c'est Decentralized Exchange. ouais, Et en gros, ces échanges qui sont décentralisés te permettent de faire la même fonctionnalité que tu avais dans un échange qui était centralisé comme Binance, mais il est régi par aucune entité derrière. ok, C'est uniquement du code qui te permet de faire de la mise en relation entre les particuliers, si tu veux. ok. Il est vraiment agnostique. Est-ce que tu as un nom particulier quand tu parles de Dex? Ouais, par exemple, c'est toute la trend un peu qu'il y a en ce moment sur la DeFi, donc la Ouais, finance décentralisée. avec Uniswap, Il y a j'imagine. voilà, Uniswap, PancakeSwap, où en réalité tu achètes de la crypto-monnaie, mais sans passer par un intermédiaire. Les seuls frais que tu as, c'est les frais d'utilisation du réseau. Ok, Et par exemple, si je reprends l'exemple de Binance, Binance a aussi, et il y a plein de plateformes qui commencent à développer ça, développer des DEX. Donc en gros, c'est développé par une société, on va dire, centralisée, mais la plateforme, elle tourne sans la gouvernance du DEX, du de centralized Binance. exchange. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Donc Ok, je crois que Binance a justement Binance DEX, et il me semble qu'il y a ouais, d'autres plateformes qui commencent à développer ce genre d'outils. Et sinon, ce qui est le plus connu, en effet, c'est tout ce qui est DeFi, Uniswap, PancakeSwap un petit peu, SushiSwap, qui sont des plateformes qui permettent d'interagir directement avec le protocole et les personnes qui ont mis à disposition les tokens en face. ouais. Alors, il faut quand même. Je sais qu'il faut bien vulgariser parce qu'il y Ouais, a des gens qui regardent et ouais, qui ont encore du mal avec tous les termes, etc. Donc, je vais essayer à chaque fois de reprendre un petit peu. C'est vrai qu'il y a des termes maintenant que moi j'ai ingéré, donc je les comprends bien parce qu'ils sont acquis. Mais DeFi, on est vraiment sur, en fait,
Decentralized Finances, donc la finance décentralisée, et c'est tout ce qu'on vient de dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire vraiment décentralisé? C'est vraiment, on essaye de supprimer l'intermédiaire pour pas qu'il soit une entité, quoi. Soit c'est un programme qui s'autogère finalement, et évidemment dont il n'y a aucune faille, puisque on le sait, hein, il y a des programmes qui malheureusement peuvent avoir des failles, et derrière ça récupère un petit peu, voire beaucoup d'argent. C'est déjà arrivé d'ailleurs plusieurs fois, notamment, on a déjà parlé, mais il y a des projets comme, alors c'est pas vraiment PancakeSwap, mais un petit peu de cette manière en DeFi, qui se sont fait un petit peu liquider via des erreurs directement dans le code. Sinon, sans aucun intermédiaire, via, comme tu l'as dit, le peer-to-peer finalement, de deux personnes qui se connaissent. Donc voilà, je voulais juste remettre un Ouais, petit peu tout ça en ordre. Très ouais, bien, et du coup, ouais, alors, je reprécise juste un petit peu parce que du coup, je viens de voir un petit peu, enfin, je viens de switcher sur la partie chat. ouais, Donc, PancakeSwap est en effet développé en partie par Binance, mais Binance n'a aucune gouvernance sur PancakeSwap. C'est vraiment quelque chose de décentralisé. Ça a été poussé, ils ont mis à disposition des ressources pour le développer, mais c'est pas Binance qui détient ça. Et ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais. Justement, le fait et l'intérêt d'avoir un protocole et un algorithme qui dirige ça, c'est que l'algorithme, il est pas dépendant d'une seule personne, si vous voulez. Donc c'est vraiment fort parce que ouais, s'il n'est pas dépendant, on est capable de savoir, et vu qu'il est open source, on est capable de savoir que le protocole, il est audité. Donc il y a des gens qui ont vérifié qu'en effet, dans tout le code, il n'y a pas un breach de sécurité. ouais, Et donc ça nous permet d'utiliser de manière un peu plus, on va dire, décentralisée le monde de la finance. Par ouais. contre, en effet, c'est sûr que en tant que personne, on va dire non technique, aller vérifier le code de PancakeSwap, c'est assez compliqué. Il y a des Mais ingénieurs hein, qui sont voilà, des ingénieurs qui sont spécialisés là-dedans, et je sais qu'il y a certaines entreprises qui d'ailleurs pour générer du bénéfice ils vont auditer, si je dis pas de bêtises, hein, ils vont auditer directement le code qu'il y a derrière ce type de protocole, et s'ils ne décèlent aucune porte de sortie, aucune backdoor pour se faire siphonner l'argent par quelqu'un de malveillant, ou tout simplement le créateur qui pourrait l'être aussi, si eux valide le projet, en général, ça ouvre la porte aux baleines, aux whales de l'investissement, qui vont pouvoir aller sur ces exchanges-là, ou plutôt sur ces, comment tu appellerais ça, sur ces plateformes de DeFi, hein, finalement, des plateformes, ouais, ouais. pour générer leurs trades, ou des intérêts, ou d'autres choses dont on va parler certainement après. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu le volume? Écoute, je l'augmente un petit peu, tu me diras si c'est mieux, j'essaye en tout cas. Il y a une personne qui pose une très bonne question, Monsieur Poire, qui dit donc la DeFi est moins sécurisée que les sites d'exchange. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, la partie sécurité, pour moi, il y a deux choses sur la partie sécurité. Premièrement, sur la partie sécurité, il y a la sécurité intrinsèque au protocole. Et il existe, c'est pour ça on va un petit peu en parler, mais Posé. c'est un vrai sujet complexe. C'est aujourd'hui, par exemple, l'infrastructure de Bitcoin est sécurisée par le protocole Proof of Work. Donc, c'est-à-dire, c'est des machines qui vont sécuriser les transactions et qui vont vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Sur le protocole qui est sur la DeFi, il ne marche pas par du Proof of Work, il va marcher par du Proof of Stake. Donc, c'est-à-dire qu'il est sécurisé par des acteurs qui mettent à disposition un certain nombre de tokens, un certain nombre de crypto-monnaies. Ils les bloquent, et en les bloquant, ça leur donne accès à un outil de vérification avec des serveurs. Mais globalement, ces deux méthodes-là, le Proof of Work aujourd'hui, il est dit quand même comme une méthode la plus sécurisée parce qu'il y a un vrai travail de calcul. Le Proof of Stake, il est un petit peu décrié, il est un petit peu moins sécurisé que le Proof of Work, mais par contre, il permet de faire plus de choses. Et après, aller jusqu'au point de dire que le Proof of Stake, ou du moins la DeFi, est moins sécurisé qu'un échange centralisé, la vraie force en fait de l'échange décentralisé et du protocole, par exemple sur ERC20, donc qui est le protocole technique de Ethereum, c'est quand même compliqué de dire ça parce que il est audité donc par des personnes externes, et en dehors de ça, c'est un protocole qui est open source. Donc ça veut dire que si demain, il y a forcément des ethical hackers qui peuvent arriver, et en gros, ils peuvent se dire, voilà, nous, on a repéré ce breach sur cette partie-là, et dans ce cas-là, en repérant ce breach, on va le corriger, et il y a le réseau qui va se remettre d'accord pour dire, oui, c'est vrai, il y a une erreur, on va remodifier ça pour augmenter la sécurité. Ce qui peut être un peu plus opaque sur des sociétés qui sont un peu plus centralisées, donc notamment sur des exchanges comme Binance, où là, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué de faire un audit de sécurité de manière transparente vis-à-vis du public.
Par contre, la seule chose qui est un réel avantage en termes de, je ne sais pas si on peut parler de sécurité, mais c'est que si demain vous avez un problème sur Binance ou sur un échange qui est centralisé, ben, il y a quelqu'un qui est derrière. Donc, en termes de support, par exemple, vous avez fait une erreur d'envoi ou vous vous êtes fait voler les fonds, ben, par exemple, Binance peut peut-être intervenir et vous dire, ben, nous, on coupe les fonds et votre compte est bloqué. Donc, comme ça, le hacker, il peut retirer que 30% des fonds et on vous bloque et on sécurise les 70 autres pourcents. Ok. Et du coup, ce qui fait, c'est que dans le monde décentralisé, aujourd'hui, on est vraiment livré à nous-mêmes. Donc, s'il y a une faille de sécurité quelque part, ben, la personne qui détient vos fonds ou qui arrive à accéder à votre clé privée, elle peut tout prendre, si vous voulez. Alors que ben, forcément, en termes de sécurité, vu il y a des sécurités et qui nous permettent d'accéder aux fonds sur des plateformes centralisées un peu plus poussées et qui sont peut-être un peu plus corrélées à notre identité, à des mots de passe ou à des 2FA, ce n'est pas forcément des choses qu'on retrouve dans le monde décentralisé. Ouais. Mais enfin, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. C'est vrai pour moi, je dissocie vraiment les deux choses. C'est la plateforme centralisée, on a quand même quelque chose qui a un support qui va nous permettre d'être réactif en cas de souci. Bah, la DeFi, vu que c'est quand même un protocole qui est vraiment très structuré, donc ce qui est une bonne chose, il y a aussi le revers de la médaille de se dire, bah, ça veut dire que si j'envoie et je fais une mauvaise action, bah, c'est fini, quoi. Ouais. On parle beaucoup de Binance depuis le début. Alors pourquoi? C'est parce que Binance, c'est la plus grosse plateforme d'exchange de crypto-monnaies au monde. C'est une plateforme chinoise avec des frais qui sont quand même relativement faibles, hein. Je crois que c'est les plus bas ou quasiment les plus bas en termes de frais. On est sur 0,1% par ordre environ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'achète pour 100 euros de Bitcoin, Binance, lors de la transaction, va me prendre 10 centimes. C'est pas énormissime sur 100 euros. Sur des gros volumes, ça commence à être un petit peu embêtant, mais si sur les 100 euros, eh bien, votre Bitcoin, vous l'achetez aujourd'hui à 10 000 et demain, il vaut 20 000, bon, voilà, vous avez fait de 100 à 200 euros, vous avez perdu, on va dire, 10 centimes à l'achat et 10 centimes au moment de la revente aussi, puisqu'évidemment, va falloir retirer ces fonds, les rééchanger si vous voulez les récupérer. Là, encore une fois, il y aura un petit peu de frais. Et encore une fois que vous voulez retirer ces fonds de Binance pour les envoyer sur un compte bancaire, eh bien, une nouvelle fois, il y aura un petit peu de frais. Vous inquiétez pas, c'est pas non plus énormissime et toutes les plateformes fonctionnent comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne pareil dans la bourse. Et moi, dans la bourse, à l'époque, je me rappelle, je vous ai déjà dit que je travaillais dans la banque. Pendant un moment et j'ai voulu m'essayer un petit peu à la bourse, tu vois, ça m'intéressait déjà, je faisais des études de commerce et tout, je me disais vas-y c'est stylé. Et là, comme un débutant qui finalement n'y connaissait pas grand-chose, j'arrive et j'avais placé un ordre, je sais plus sur quelle action, tu vois, et je suis le cours, tu vois. Et là, je la vois, l'action, je place mon ordre, boum, 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 elle fait 5 centimes de plus et j'en avais acheté pour 20 balles, tu vois, vraiment, je débutais. Et ça devait être une action peut-être à 10 balles, du coup, tu vois, ou quelque chose comme ça, peut-être à 5, tu vois. Et du coup, je fais mon truc, je vois qu'elle monte de 5 centimes, je me dis let's go, j'ai gagné 20 centimes, je les retire et le lendemain, je vois que sur mon compte, j'ai été pris de frais de courtage qui m'ont coûté 7 euros à l'aller, 7 euros au retour. Donc j'ai une petite larme dans les yeux, hein, parce qu'à l'époque, il y avait des frais fixes et tout. Je sais pas si c'est toujours le cas, en tout cas dans la banque traditionnelle, mais je pense que oui. Donc en vrai, 0,1%. Je parle vraiment du cas de Binance là pour l'instant. C'est une plateforme que j'utilise entre autres. C'est tout à fait correct et c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'ils se font d'argent aussi, hein. Eux, ils sont bien gentils, mais ils nous donnent, si vous voulez, la sécurité. La liquidité aussi, il y a beaucoup de projets, on en parlera sur Binance, mais encore une fois, il n'y a pas que eux qui le font. En échange, il faut bien qu'ils soient rémunérés pour faire tourner leurs serveurs, leurs équipes et gagner de l'argent, puisque ça reste un métier, évidemment. Donc voilà, c'était pour préciser un petit peu. Je te laisse enchaîner, Julien, si tu as tout simplement. Pas de souci. Bah, enfin, je pense que du coup, on a fait un peu le topo sur les trois moyens un petit peu de pouvoir investir. Donc, c'est soit on a du coup un échange qui est pair à pair, donc de Ouais, personne à personne, soit on a un échange qui est centralisé, donc du type encore de Binance, mais il en existe plein, Bitfinex, on a même des exchanges qui sont français, Paymium par exemple. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a ce côté centralisé qui devient de plus en plus décentralisé avec les côtés DEX, justement, donc les échanges décentralisés. Et donc là, c'est vraiment la troisième étape. Et à mon sens, on va tendre de plus en plus sur ces échanges qui vont être décentralisés pour aller justement dans ce monde financier qui était traditionnel, centralisé, à un monde un peu plus décentralisé. Mais voilà, il faut le faire étape par étape. Il y a des bons et il y a des moins bons de chaque côté. En tout cas, voilà les trois types d'acteurs.
ou les 3 types de protocoles suivant justement la plateforme ou le moyen qui vous permettent d'acheter. Alors, Euh, je vous ai trouvé, désolé de te couper, je vous ai trouvé en même temps, eh bien, la répartition, si tu veux, les revenus par jour. On a du coup Binance. Alors par contre, malheureusement, je l'ai tapé sur Internet à la va-vite un petit peu. On a les sources, mais je ne sais pas exactement de quand ça date. Donc je suis désolé pour ça. Mais je vois des plateformes là comme Upbit qui sont toujours d'actualité, hein, si je dis pas de bêtises, Julien. UOB, Bitrex, Bithumb, pardon, OKEx, Bitfinex qui est bien connu aussi, Kraken évidemment. Donc là vous avez des exchanges notamment sous les yeux, hein, qui sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous inscrire si jamais vous voulez commencer à trader votre crypto. D'ailleurs, parlons-en. Est-ce que tu as une petite préférence à part la tienne, on va dire, pour trader pour un particulier, tu vois, au niveau des frais, de la sécurité, mais il y a aussi d'autres choses parce que faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a des millions de trucs quand on se connecte sur Binance ou sur Kraken que je trouve encore moins user-friendly. Est-ce que tu as des petites préférences à toi, peut-être pour l'audience? Alors, enfin, moi, j'ai pas vraiment de enfin, j'ai des préférences, mais j'utilise énormément de plateformes parce que Ouais, du coup, enfin, quand vous allez commencer à monter en compétence dans la blockchain, dans la crypto-monnaie en termes d'investissement, vous allez vous rendre compte que les premières plateformes que vous utilisez sont pas forcément adaptées aux besoins ou enfin, surtout à vos besoins d'investissement sur le futur. Principalement parce qu'au début, enfin, moi, j'ai commencé par exemple, blockchain.com, je crois, à l'époque, ok, qui est un équivalent de Coinbase, donc une interface suffisamment simple, mais du coup, des frais qui sont assez élevés. Et après, enfin, l'évolution, comment je le vois, c'est on a commencé par un Coinbase, on passe sur un échange qui est centralisé, donc justement par un Binance, et plus ça va, plus on va tendre vers des échanges qui sont un petit peu plus décentralisés, ou du moins interagir avec le protocole de manière autonome. de manière directe, Et, ouais. et donc voilà, sans intermédiaire. Donc aujourd'hui, enfin, les Coinbase ou les blockchain.com, je les utilise plus du tout. Euh, et encore, on peut les utiliser sur certaines manières, enfin, de certaines manières à se dire que bah, voilà, le blockchain.com ou le Coinbase me sert de faire la transition, par exemple, de la monnaie fiduciaire, donc de mon euro à la crypto-monnaie, Ouais, parce que c'est très simple et je comprends très bien. Et après, on passe sur du Binance où là, ça me permet d'échanger, par exemple, le Bitcoin que j'ai obtenu contre plein d'autres petites crypto-monnaies. Et après, se dire la troisième étape, c'est à partir de ces crypto-monnaies-là, comment est-ce que je peux faire pour interagir tout seul avec le protocole, échanger, ou peut-être, comme ce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat, des personnes qui commençaient à parler de farming, de yield farming, des choses comme ça pour commencer à optimiser ses gains de trading ou de sécurisation. Et donc, actuellement, moi, j'utilise les 3 types vraiment d'acteurs. La seule chose à faire, c'est un peu comme tu le disais tout à l'heure, enfin, c'est quand même essentiel de se dire et de faire un peu une rétroprospective sur quel utilisateur je suis et quelles connaissances j'ai. Parce qu'en fonction du moment où on va évoluer dans cette pyramide, il faut se dire que bah, plus on va évoluer, moins on aura de conseils et plus ça va être potentiellement un investissement à risque. ouais. Donc, pour revenir au début, il y a le premier critère, c'est de se dire si je suis néophyte, ne pas forcément partir sur des plateformes qui sont très complexes d'emblée et peut-être faire ses premiers investissements sur des plateformes qui sont simples, qui sont dans un encadrement qu'on connaît relativement bien et qui nous demandent pas en fait 20 000. Enfin, je sais pas, est-ce que vous voulez passer un ordre à la limite au market, un stop loss, un take profit? Ça, c'est des Exactement. choses qui peuvent faire super peur. Donc, c'est partir simple. Voilà, j'ai 100 euros de Bitcoin. Je vais investir ces 100 euros de Bitcoin sur, par exemple, sur Coinbase, sur blockchain.com, quitte à payer un petit peu plus de frais. Mais par contre, vous faites un premier investissement qui est sur une plateforme qui est recommandée, qui est sûre et qui, en parallèle de ça, vous permet d'avoir, pour certaines, même un support en français de temps en temps. Enfin, nous, c'est par exemple, c'est ce qu'on a commencé à faire sur Descoin. On a essayé d'accompagner un petit peu plus les personnes sur leur premier investissement, quitte à passer un peu plus de temps avec la personne au téléphone, mais s'assurer que la personne qui investit, y comprend les risques et comprend pourquoi elle investit et avec quel objectif. Ouais. Donc ça, c'est essentiel, c'est vous dire quel est votre objectif et quel est mon niveau. Après, on va passer dans un second temps, c'est de se dire, ben voilà, je sais comment acquérir des bitcoins, comment est-ce que je vais sur une plateforme qui me permet d'être à la fois fiable, hein, parce que l'un des premiers critères d'une personne, enfin, je pense que même peut-être le chat pourra nous dire les critères d'investissement sur une plateforme, mais globalement, le premier critère, c'est notamment la sécurité, la réputation de cette plateforme, Ouais. parce que bah, on est dans un monde nouveau. Si la plateforme, on ne la connaît pas et qu'on vient du jour au lendemain pour envoyer 10 000 euros dessus,
on n'a pas envie que les 10 000 euros ils soient disparus dans la nature. Donc, C'est on a clair. besoin aussi de cet aspect réglementaire. Et forcément, cet aspect réglementaire, il coûte des sous. Donc, il coûte forcément des sous à l'acquisition par l'utilisateur. Et c'est notamment pour ça que Binance n'est pas non plus une ONG qui va faire de manière gratuite tous Évidemment. ces trades parce qu'il y a énormément de coûts derrière. Euh, Autre petite chose, du coup, je rebondis là-dessus. Donc, toi, tu recommandes plutôt une plateforme facile à prendre en main, qui du coup, qui sécurise bien, enfin, en gros, qui est très connue. Et moi, ça me fait penser que au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à la crypto, on parlait de Bitcoin, évidemment, d'Ethereum, mais je me suis tout de suite dit, ok, on a nos valeurs, on va dire entre guillemets sûres du moment. Même si le Bitcoin, je considère ça comme une valeur sûre, mais on parle d'Ethereum là-dessus. Pour l'instant, c'est très solide, etc. Quelles sont les petites cryptos? Et en fait, quand j'ai commencé à me renseigner un petit peu à droite à gauche sur les petites cryptos, celles qui sont liées au gaming, etc., j'ai entendu parler d'IOS Ultra et je me suis dit, ok, je vais regarder un petit peu le cours maintenant par rapport aux articles que j'ai lus, voir si ça a évolué, où ils en sont dans le projet et tout. Et là, je vais sur mon Binance et je vois que, putain, il n'y a pas Ultra. Et oui, parce que toutes les crypto-monnaies du monde ne sont pas listées sur tous les exchanges, les gars. Donc, il y a des gens, pardon, il y a des plateformes comme, pour le coup, UOS, comme Bitfinex, qui va accepter le token UOS qui va pouvoir être tradable, donc échangeable contre d'autres cryptos ou contre de l'argent. Et il y a des plateformes qui ne vont pas le permettre. Donc, je pense que alors attention parce que évidemment on va pas se mettre à trader sur 50 000 plateformes, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment bien choisir au début. Est-ce que vous êtes plutôt sur du sûr pour le moment? Vous partez avec 50, 100 euros en budget, vous vous dites ok, je les mets là, on sait jamais. Si ça me fait un x2, x3, c'est toujours ça, c'est même plus que ça de prix, c'est très bien. Et sur une grosse monnaie, ou est-ce que déjà on va essayer de se compliquer un petit peu la vie, aller chercher une petite crypto dont on a entendu parler une fois comme ça et qui n'est pas sur une grosse plateforme comme Binance, Coinbase, Kraken, et qui est plutôt sur une toute petite plateforme dont on n'a pas entendu parler une ou deux fois. Voilà, c'est ça. Je pense que ce choix, il est important pour commencer à trader aussi ses premières cryptos. Tout à fait. Et même pour rebondir sur ce que je disais et ce que tu étais en train de dire, le fait de passer par des plateformes qui sont reconnues et qui ont vraiment des réglementations, donc qui forcément encadrent qui ont un cadre juridique qui est quand même propre aux consommateurs, l'intérêt c'est de se dire que ces plateformes-là, elles vont essayer de proposer des projets qui sont forcément des projets qui sont suffisamment solides. Parce que si demain on propose sur une plateforme et que le token il sort de nulle part, qu'on en liste 10 tokens, par exemple, moi je crée un token, on crée le Jumpai token, et que demain il y a trois pecnos qui achètent le token, Merci à il y eux. a de grandes chances que dans 3 mois, ça ne soit plus rien. Ouais. Et en fait, via ta plateforme, tu as proposé de l'investissement qui était, on va dire, vraiment un mauvais investissement. Et donc, déjà, tes plateformes, elles vont, enfin, pas tes plateformes, mais tes users, ils reviendront jamais sur ta plateforme Ouais. parce que par défaut, ils auront le souvenir de se dire, mais en fait, c'est sur cette plateforme-là où j'ai investi sur un token qui n'était pas connu. Et en plus de ça, ils m'ont fait perdre de l'argent. Donc l'intérêt de la plateforme qui est recommandée et qui est quand même là depuis un certain moment, c'est de se dire, OK, ce qu'elle liste, elle fait forcément un travail d'analyse dessus et, et le projet est suffisamment solide pour le proposer à mes consommateurs. Donc ça, c'est une réflexion qu'on n'a pas forcément, mais par défaut, les plateformes qui sont connues font ce travail derrière. Donc c'est quelque chose aussi de rassurant sur rien que la sélection des tokens. Et je pense que même sur la sélection des tokens, on pourra peut-être en reparler un petit peu après, mais globalement, c'est de se dire que ça reste quand même de l'investissement, la crypto-monnaie. La vraie Oui, bien sûr. révolution dans la crypto-monnaie, c'est qu'aujourd'hui, on en est vraiment rendu à se dire, mais en fait, l'investissement, il est disponible pour tout le monde. Alors qu'avant, ouvrir un compte PEA dans sa banque, il fallait sur des plateformes qui n'étaient pas forcément accessibles. On se disait que pour trader des actions ou du forex, c'était forcément en étant trader. Et là, ce qui casse vraiment la barrière, c'est de se dire, la crypto-monnaie, maintenant, aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde. Et ça, c'est fort, mais forcément, il y a quand même tous les vices et tous les risques qu'on retrouve dans l'investissement classique. Donc ça, je mets vraiment en garde tout le monde, ça reste quand même un investissement qui est risqué. Donc d'où l'intérêt de passer par des plateformes qui ont déjà, on va dire, prélisté des projets qui sont déjà préaudités pour investir dessus. Et après, sur la constitution du portefeuille, on revient, je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais voilà, c'est intéressant On met de pas tous nos œufs dans le repartir. même panier, évidemment. Exactement, et partir sur des actifs qui sont suffisamment solides. On continue là-dessus aussi. Une petite chose que je trouvais quand même relativement importante, c'est que au-delà
de la sécurité, de l'utilisation et tout de sa crypto-monnaie, il faut toujours garder en tête que quelque chose comme le Bitcoin, une crypto comme le Bitcoin qui a fait un fois 60 000, il y a très peu de chances que ça se retrouve dans la nature demain, hein, et que demain, je sais pas, vous achetiez Junpei Coin et que dans 10 ans, il se retrouve à 60 000 dollars. Donc il faut en être bien conscient. D'ailleurs, avant de trader, il y a justement eh bien, des paramètres à prendre en compte. Avant même de rentrer en trade, qui sont est-ce que je peux me permettre de perdre complètement cet argent que je mets là dans la crypto? Première question. Si c'est non, bah, ça ne sert à rien de trader. On ne va pas manger de l'eau jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année. Deuxièmement, est-ce que quand je fais mon trade, je sais déjà où je veux aller? Parce que le but d'un trade, c'est évidemment qu'il soit gagnant. Tu as envie de gagner de l'argent, littéralement. Donc, tu as envie de faire peut-être un fois 1,5, fois 2, fois 10, même si c'est possible. Donc, comment on fait avant de trader? Il est très important de se poser des objectifs, d'accord? Bah tiens, je vais parler en Bitcoin parce que c'est plus facile. Si vous avez 10 Bitcoins, bah bien à vous, GG. Mais on va dire que j'ai 10 Bitcoins, d'accord? Je les ai achetés tous à 10 000. Eh bien, quand ils atteignent 15 000, je vais peut-être en vendre une partie pour safe un petit peu mes bénéfices. Quand ils vont atteindre peut-être 30 000, je me dis ok, 30 000, j'ai quand même fait un x3 quoi, par rapport à mon investissement de départ. Ce serait peut-être bien que je retire encore peut-être 30% de ce que j'ai investi. Comme ça, bah, ça safe directement et tout ce que j'ai investi dès le début, je l'ai récupéré. Maintenant, tout le reste court. Peut-être que ça atteint 50 000, bah, tu refais encore un petit peu pareil, tu en retires un petit peu. Il faut toujours en garder un petit peu tant que ça monte, puisque tu es content, ça continue de monter. Mais il faut avant même de rentrer en trade, placer ses objectifs. Objectif d'entrée, mais évidemment objectif de sortie, parce que si vous achetez vos 10 bitcoins à 10 000 euros, vous avez lâché déjà 100 000 euros. Si demain, il en vaut plus que 5 000, il y a une petite larme, hein, parce que s'il ne remonte jamais pour une raison ou une autre et que vous vendez, bah, vous avez perdu globalement la moitié de votre portefeuille de départ. Donc ça, c'est vraiment très très important, c'est vraiment la base de la base de la base sur trader. Voilà. Parce que là, on a parlé des exchanges, on peut s'inscrire à droite à gauche, etc. Vous allez passer par tout un tas de validations, puisque maintenant c'est réglementé, photo d'identité, nani, nana. Si vous venez à le faire, ne faites pas n'importe quoi, évidemment. Lisez beaucoup, renseignez-vous, regardez des vidéos. Il y a beaucoup de traders qui sont expérimentés, voire qui en ont fait leur métier de trader de la crypto, donc ils sauront vous donner les beaux conseils. Il y en a plein hein, sur le net. On a Captain Trading, on a Crypto-monnaie Analyse FR par exemple qui analyse tous les jours le Bitcoin, donc il vous dit tiens moi je vais rentrer là, mes objectifs sont là, etc. C'est plutôt pas mal. Il y a Crypto Analyst, il y a Crypto Future, il y a plein de youtubeurs qui sont en français et qui sont dédiés un petit peu à tout ça. Donc suivez leurs conseils, c'est important et ne faites pas n'importe quoi. Maintenant, je voudrais revenir rapidement quand même sur voilà, les hard wallets comme nous parle Kefran, Ledger, etc. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne chose, même au tout début, parce qu'on sait qu'à chaque fois que tu vas transférer des fonds, il va y avoir des frais. Soit ils vont être implémentés par la plateforme, soit ils vont être implémentés par la blockchain elle-même. On l'a dit plusieurs fois, quand vous faites une transaction, pour qu'elle soit inscrite dans le livre de la blockchain, hein, pour reprendre la métaphore un petit peu du hasher, eh bien, ça va coûter des frais, tout ça. Donc, est-ce que c'est très intéressant quand on joue 50, 100 euros de les sauvegarder dans un wallet, donc un portefeuille qui est totalement indépendant et délié de tout ça? À ton avis, Julien? Ouais. Alors, du coup, je me permets juste de répondre à une petite question dans le Oui, chat qui revient assez régulièrement sur Orion Protocol. ouais, Alors, je connais assez peu, mais enfin, j'en ai entendu parler. En gros, c'est une plateforme qui permet de regrouper la liquidité des échanges centralisés et la liquidité des échanges décentralisés. ok, Donc ça, en effet, à mon sens, une bonne méthode pour passer à la deuxième étape, de se dire, j'interagis avec un protocole et ce protocole-là, il interagit avec le centralisé et le décentralisé, mais du coup, on reste décentralisé. Donc ça, pour moi, ça peut être une bonne chose. Mais voilà, après, j'en connais pas beaucoup plus, mais en effet, c'est un bon protocole sur lequel on peut se renseigner. Et après, du coup, pour revenir sur la question sur le stockage, donc pour récapituler un petit peu tout ce qu'on avait dit, la méthode pour investir dans la crypto-monnaie, elle est relativement simple. C'est un investissement qui reste classique, mais forcément, comme Junpei le disait, il y a des choses à faire en termes réglementaires notamment. Donc, avant même de commencer à investir, c'est en effet se dire quel est mon objectif d'investissement.
Donc, mon objectif, c'est de se dire, bah voilà, j'espère avec 5 000 euros investir, en obtenir 15 000 pour pouvoir l'acheter la voiture que je veux, par exemple. Est-ce que je souhaite investir pour 1 an ou est-ce que je souhaite investir pour 2 semaines? Ça, c'est une deuxième question qu'on doit se poser. La troisième question, qui n'en est pas une, et ça, tu l'as très bien dit, c'est est-ce que je suis prêt à perdre la moitié de mon investissement, oui ou non? Est-ce que c'est de l'argent essentiel? Une fois qu'on s'est posé ces questions-là, on va commencer à se renseigner. Forcément, et justement, c'est très louable de ta part de reprendre les fondamentaux comme tu le fais avec bah, justement un peu CryptoFan Club. cette petit épisode CryptoFan Club, repartir des bases et se dire, voilà, j'ai compris la technologie, j'ai compris comment ça marchait, maintenant je peux me permettre d'investir parce que je comprends ce que je fais en fait. Une fois que je comprends ce que je fais, je vais commencer à regarder bah, quelle crypto-monnaie dans laquelle je peux investir et on va en fait réfléchir tout simplement. La crypto-monnaie, elle va dépendre notamment de notre objectif. Si on a un objectif qui est sur 3-4 ans, ben on sait qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus pertinent de se pencher sur du Bitcoin ou sur de l'Ethereum qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont suffisamment robustes, même s'il y a eu des hausses et il y a eu des baisses. Globalement, c'est un actif qui a une vraie valeur intrinsèque. Et après, bah, si on souhaite partir sur des crypto-monnaies qui sont un petit peu plus volatiles, parce qu'on va chercher justement d'avoir une certaine rentabilité, bah, dans ce cas-là, il faut aussi se dire, cette crypto-monnaie, elle est plus volatile, donc il y a quand même beaucoup plus de risques. Donc la deuxième étape, c'est de se dire, j'ai identifié plusieurs crypto-monnaies, maintenant, comment est-ce que je répartis dans mon portefeuille une allocation qui est adéquate avec mon objectif? Et une fois qu'on a défini ça, c'est de se dire, bah voilà, j'ai sélectionné 30% de Ethereum, j'ai sélectionné 60% de Bitcoin et j'ai peut-être sélectionné 10% d'une autre petite crypto-monnaie. Donc maintenant qu'on a fait ça et qu'on a défini notre objectif, c'est de se dire où est-ce que je peux acheter cette crypto-monnaie? Et donc là, on revient un petit peu sur la discussion qu'on avait un petit peu avant, de se dire, voilà, quelle crypto-monnaie, enfin, quelle plateforme je vais choisir pour justement passer les trades. Donc il y a certains actifs qui se trouvent sur beaucoup de plateformes, mais il y en a d'autres qui vont se trouver sur des plateformes qui sont peut-être que décentralisées. Et donc c'est peut-être là où on va se dire, ben, avant d'arriver sur ces plateformes qui sont décentralisées, je vais peut-être me concentrer sur les actifs qui sont quand même suffisamment stables pour le premier ou les 2-3 premiers investissements. Et après, ben, au bout de 3-4 mois, quand j'aurai plus de connaissances dans le domaine, je vais commencer à m'intéresser à comment optimiser ces gains ou comment prendre un petit peu plus de risques. Troisièmement, il y a la méthode d'investissement. C'est de se dire, est-ce que je vais parier sur... Enfin, je me sens trader dans l'âme, j'ai regardé 2-3 vidéos sur Internet et j'ai vu qu'il y avait une baisse. Je Et dans ce all-in. cas-là, ouais, c'est ça, je fais all-in. Ou je vais me dire, bah, pour moi, la technologie ou l'investissement, il est vraiment sur le long terme et donc je vais fractionner mon investissement. Donc ça s'appelle du DCA, c'est du Dollar Cost Averaging et c'est l'intérêt de se dire, bah voilà, tous les mois, je vais peut-être investir une petite somme, mais au lieu de mettre 1 000 euros maintenant parce que je ne sais pas si demain ça va chuter ou si demain ça va monter, bah, j'investis sur une tendance tous les 10 mois, enfin toutes les semaines ou tous les mois de 10 euros par mois par exemple. Et donc on regarde sur le long terme, bah, cette méthode-là, elle a toujours été la plus rentable que de se dire, bah voilà, à l'instant T, moi je me sens trader, j'achète comme les gens en 2017 à 18 000 euros, oh putain, ça s'écroule, moins 50%, je suis en panic sell et je vends à 10 000 euros. Ben voilà, je suis en perte. Alors que si on parie vraiment sur la tendance et qu'on fractionne avec une méthode raisonnée, ben dans ce cas-là, on est souvent gagnant. Donc ça, c'est pas une bonne ou une mauvaise méthode de le faire en trading one shot ou le faire de manière fractionnée, mais c'est vrai que pour un investissement qui est, on va dire, de bon père de famille, c'est peut-être plus intéressant de se dire, je vais faire un petit peu de DCA ou même associer les deux méthodes. On se dit, bah voilà, tous les mois, je vais mettre, je ne sais pas, par exemple, 50 euros sur le Bitcoin tous les mois et peut-être une fois tous les 3 mois, une fois tous les trimestres, je me permets d'investir 200 euros en one shot sur des actifs qui sont un peu plus, on va dire, Au moins côté. voilà, un peu moins, enfin, un peu plus volatile et du coup un peu plus risqué. D'ailleurs, une autre petite chose liée au DCA, c'est une stat importante qui avait été dite par le HR. Alors j'y reviens souvent moi, mais bon, pour moi c'est le père créateur hein, de la crypto puisque c'est lui qui m'a vraiment donné envie pour le coup de m'y intéresser. C'est que il y a quelqu'un qui a investi, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui a investi 3 ans auparavant par rapport à un pointé sur le Bitcoin. Eh bien, n'a jamais possiblement perdu d'argent. C'est-à-dire que quand on regarde, je vais vous l'afficher, le cours du Bitcoin depuis qu'il existe, hein, tout simplement, 2 minutes, eh bien, vous allez le voir. Hop, attendez, je
demande un instant parce que je ne l'ai pas préparé pendant qu'on parlait. Tac, voilà. Eh bien, si on voit sur All, d'accord, eh bien, sur les 3 ans précédentes, en partant de 2011, eh bien, il a toujours monté. Alors, c'est un petit peu, des fois, et des fois, bah, c'est énormément avec le premier pic dont on a déjà parlé. On va dire, bon, il y en avait déjà eu un petit peu en 2013, mais derrière, on va vraiment parler de 2017, et puis maintenant, aujourd'hui, plus haut à 2021, évidemment. Donc, jusqu'alors, d'accord, ça peut très bien être l'inverse demain. S'il faut le Bitcoin, plus personne n'y croit, il y a une brèche, je sais pas quoi. Enfin, en vrai, ça c'est pas vraiment possible. Mais bon, demain, tout le monde se dit, bah, le Bitcoin ne m'intéresse plus, je préfère m'intéresser à une autre crypto. Et bien, le Bitcoin retombe à, j'en sais rien, 1 $, très peu probable, voire scénario impossible vraiment qui puisse arriver. Mais voilà. En tout cas, statistiquement, depuis sa création, donc depuis 11 ans, si on investit aujourd'hui, dans 3 ans, notre investissement sera au minimum rentable. Donc, faire du TCA, ça permet à la fois bien, de minimiser, c'est vrai, ses gains, parce que finalement, imagine, aujourd'hui, tu mets 50 euros dans le Bitcoin, il vaut 1000 euros. Le mois prochain, tu remets 50 euros, il vaut 1100. Le mois prochain, tu remets 50 euros, il vaut 1200. Mais au final, si tu as fait ça pendant 3 mois, tu l'as payé que 1100, ton Bitcoin de base. Bah, c'est aussi pareil à la baisse au final. Si tu fais du DCA, tu vas minimiser tes pertes potentielles aussi, puisque si le premier mois tu investis 50 balles et il vaut 1000, et le deuxième mois il vaut plus que 900, et le troisième mois il vaut 800, bah, au final tu l'auras payé 900 en faisant évidemment la moyenne. Donc c'est vraiment une méthode que j'ai vue, franchement Julien, depuis que je me suis mis là-dedans, je crois que absolument tous les sites, toutes les personnes en parlent. C'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, le DCA, donc Dollar Cost Averaging, c'est une méthode simple quand on veut débuter dans la crypto pour minimiser son risque. Et c'est vraiment ça qu'on veut quand on joue, quand on met notre argent en jeu, c'est d'avoir le moins de risque possible. Sinon, autant aller au casino, mettre tout sur le zéro et puis être comme ça. Et puis voilà. Donc vraiment, c'est une technique très importante qu'il faut apprivoiser. Ne vous dites pas non, mais moi ça m'intéresse pas. Je préfère mettre tout mon argent, tout mon portfolio sur la même crypto et y rentrer direct parce que je pense que ça va monter. Si demain ça descend, comme tu l'as dit, comme c'est arrivé en 2017, puisqu'il y a des phases dans le marché qui s'appellent des bull run et des autres phases qui s'appellent le bear market. Bull run, c'est quand tout a tendance à monter, tout le monde est content, c'est la joie, c'est l'euphorie. Par contre, quand c'est le bear market, tu pars donc en 2017, si je dis pas de bêtises, on est monté jusqu'à 20 000 $ à peu près. Ouais, à peu près Ouais, ça. Ouais. 20 000 $ jusqu'à un plus bas l'année dernière à 3 000. Donc, bon, tu passes de 20 000 à 3 000. Imagine, tu avais 10 bitcoins, tu passes d'un capital qui vaut 200 000 à un capital qui vaut plus que 30 000. Si tu fais n'importe quoi. Donc voilà, Et c'est important d'y là aussi, revenir. Pour moi, il fallait mettre l'accent dessus. et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est de se dire, ben voilà, si moi ma stratégie elle est sur 2-3 ans et que je me suis dit je fais du DCA, donc ça veut dire que forcément j'ai acheté en décembre 2017 mon prix à 20 000 $, mais pendant les 7 prochains mois, enfin les 7 mois qui ont suivi le bear market, bah, le prix qui oscillait entre 3 et 5 000 euros, on a accumulé en fait du prix du Bitcoin qui a permis de descendre la moyenne de notre coût d'acquisition aux 20 000 $. Et vu que le 20 000 $, en fait, on s'est positionné une fois trop haut, mais en fait, les 5 autres mois, ils ont largement lissé parce qu'on a acquéri beaucoup plus de quantité de Bitcoin que celle qu'on a eue en fait, tout simplement en décembre. Donc non, en effet, le DCA, il est très intéressant et je pense que c'est une des méthodes les plus, c'est pas sécurisées, mais les plus fiables pour investir sereinement dans le monde de la crypto-monnaie. Forcément, on ne prédit pas le cours de l'avenir, hein. Le Bitcoin, pendant peut-être 10 ans, il va monter et il va faire une grosse chute pendant 10 ans. Le seul mécanisme qui est intéressant, par exemple, avec Bitcoin, c'est quand même, il y a un phénomène de rareté. Et ce phénomène de rareté, le fait qu'il y ait que seulement 21 millions d'euros, 21 millions de Bitcoin qui sont émis, ça permet de créer en effet une dynamique qui nous permet de laisser penser qu'à terme, c'est un peu comme l'or à l'époque, hein. L'or, en fait, ça coûte très cher parce que c'est difficile d'en extraire. Et plus on va aller dans le temps, plus le Bitcoin, ça va être difficile d'en extraire. Donc c'est un peu le même mécanisme, sauf que ça reprend les codes qu'on a aujourd'hui, qui sont des codes numériques. À mon sens, demain, le Bitcoin ne sera pas forcément une action ou quoi que ce soit, mais ça sera vraiment l'or numérique. Donc ça sera une réserve de valeur et des gens qui sont à l'autre bout de la planète seront capables de s'échanger du Bitcoin entre eux parce que aujourd'hui, si on veut le faire avec de l'or, parce que l'or, au final, tout le monde a plus ou moins le même prix, tout le monde a plus ou moins la même définition que en Chine, l'or, ça vaut cher, c'est un bien précieux. Aux États-Unis, ça vaut cher, c'est un bien précieux.
ben, à terme, le Bitcoin sera aussi peut-être potentiellement cher. Ça reste pas une prévision, mais ça, il restera cher et il restera rare et il aura la même valeur pour tout le monde. Et c'est ça qui est fort. Parce que bah, deux personnes à l'autre bout du monde sont capables de se dire que maintenant, une valeur numérique a la même valeur numérique pour le chinois que l'américain ou le français. Donc ça, c'est intéressant. Euh, C'est intéressant et du coup je rejoins tout ça en rajoutant que aujourd'hui on pense beaucoup encore en dollars, en euros, etc. Quand on achète une valeur, on se dit ok, cette valeur vaut 100 euros. Mais de plus en plus, et pour les gens qui y sont depuis plus longtemps, eux ils vont penser plutôt par rapport au Bitcoin. Au final, quand tu as un Bitcoin, certes, aujourd'hui, il vaut 60 000. Hier, il valait 3 000. Demain, il vaudra peut-être 120 000 ou peut-être 3 000 de nouveau. Mais tu as un Bitcoin. Et ça ne change pas. Et du coup, cette valeur-là, qui va fluctuer par rapport à l'euro et par rapport aux autres monnaies dites traditionnelles, les fiat, en fait, ça s'appelle comme ça, eh bien, finalement, c'est elles qui vont fluctuer par rapport à la quantité de Bitcoin que tu as et non pas l'inverse. Et c'est important de le comprendre parce que plus tard, moi en tout cas, je me dis que c'est largement possible dans un avenir peut-être d'ailleurs plus ou moins proche, hein, cette quantité que tu désignais tout à l'heure, qui est finalement rare, si on parle du Bitcoin, eh bien, elle, elle sera rare par elle-même. Elle dépendra pas forcément des autres choses autour. Et avoir un Bitcoin, ça voudra juste dire avoir un Bitcoin et ce sera très rare et ce sera très bien. Et ça, tu pourras finalement le rééchanger contre plus cher. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, le Bitcoin va se définir par lui-même au final et non plus par les monnaies qui l'entourent forcément. Voilà. C'est ça. Et après, à savoir que du coup, chaque crypto-monnaie va pas avoir le même mécanisme. Par exemple, on a des crypto-monnaies qui ont une quantité de tokens qui est illimitée. Donc, ça veut dire qu'on en imprimera toujours au même rythme. Mais par exemple, le Bitcoin, il a ce côté rareté, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, vraiment, il est assimilé à de l'or. Mais par exemple, demain, bah, c'est un peu comme l'euro aujourd'hui. Si demain, on utilise une crypto-monnaie qui est vraiment spécifique et qui est très forte dans le paiement, parce que c'est peut-être 10 fois plus rapide, par exemple, EGLD, donc l'Elrond, qui a vocation d'aller encore plus rapidement dans les paiements, et c'est peut-être 10 à 15 fois le réseau Visa ou la vitesse du réseau Visa. Et les propriétés ne vont pas être les mêmes. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que chaque crypto-monnaie souhaite révolutionner quelque chose, souhaite apporter quelque chose, enfin une plus-value tout simplement, à notre quotidien. Et donc le Bitcoin demain sera peut-être pas forcément adapté au paiement. Donc c'est ça ce qu'il faut se dire. Et aussi, c'est ça qui va définir potentiellement le choix de la crypto-monnaie qu'on va faire. Donc je reprends un petit peu le. C'est vrai qu'on est parti un peu à On a droite à gauche. divagé, oui, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Au moins, on va là où on veut aussi. Et puis, je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous regardent d'avoir des sujets qui sont pas non plus fermés ou auxquels on peut répondre un petit peu aux questions que les gens se posent. Exact. Et donc du coup, une fois qu'on a choisi en fait notre méthode d'investissement, on a du coup à la fois potentiellement ce DCA et à la fois la diversification de son portefeuille. Ça peut être intéressant de commencer à regarder la plateforme sur laquelle on va investir. Donc il y a le côté réputationnel, il y a le côté sécurité. Est-ce que c'est une plateforme qui s'est déjà fait hacker ou non? Parce qu'on le rappelle encore une fois, le fait d'aller sur une plateforme, c'est forcément, enfin, le fait d'aller sur une plateforme et conserver les fonds sur la plateforme met à risque nos fonds parce que c'est la plateforme qui le détient. Donc faire attention à ça. Troisièmement, c'est de se dire, voilà, quelle est l'offre l'offre de crypto-monnaie qu'elle propose. Ouais. Est-ce qu'elle propose 5 crypto-monnaies ou est-ce qu'elle en propose 1000? Et en fonction de votre objectif, c'est peut-être plus pertinent d'aller sur une plateforme qui en propose 10, mais qui propose 10 bonnes crypto-monnaies et qui ont un niveau de sécurité peut-être un peu plus élevé, par exemple. Et à terme, passer sur d'autres exchanges qui sont un peu plus, on va dire, liquides, avec un peu plus d'offres à terme. Donc il y a ce côté, le nombre de crypto-monnaies que j'ai, il y a le côté frais, essayer de regarder en termes de frais, est-ce que la plateforme elle prend 10% ou est-ce qu'on en prend 2%. Il faut faire très attention, et ça c'est un point d'attention que beaucoup de néophytes ne prennent pas en compte, et ça reprend la discussion qu'on avait au tout début. Le cours du Bitcoin ou le cours des crypto-monnaies n'ont pas de cours légaux. Ce qui fait que certaines plateformes, donc les exchanges, globalement ça va être la liquidité, donc c'est l'offre et la demande qui va définir le cours. Mais plus on va aller sur une plateforme où il y a peu de liquidité, plus les écarts vont être importants entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est possible qu'aujourd'hui, si vous achetiez 10 euros de Bitcoin, par exemple sur Coinbase, Coinbase vous le propose à, je ne sais pas, peut-être 50 000 euros. Mais en réalité, si on regarde sur Binance, il nous coûte 50 500 euros. Donc ce qu'il faut faire attention, forcément, c'est difficile aujourd'hui
d'aller sur 15 plateformes et se dire, bah voilà, à l'instant T, c'est cette plateforme-là qui est le moins cher, même s'il y a des. Enfin, nous, je sais que c'est notre métier et c'est ce qu'on fait sur Descoin actuellement pour les personnes en B2B et qu'on va essayer de le pousser justement là dans les prochains mois pour des personnes en B2C. Mais il y a d'autres plateformes qui commencent à faire de l'agrégation. Ça reprend le même principe que la personne parlait sur le chat avec Orion, où on fait de l'agrégation de prix. C'est-à-dire que c'est le rôle des brokers dans le monde traditionnel, le monde des courtiers, votre assureur tous les jours. Vous allez vous allez chez le courtier. Le rôle du courtier, c'est de se dire, voilà, l'assurance la moins chère pour toi, c'est ça. Et j'ai fait le travail de recherche sur tous les assureurs du coin. Ouais. Et donc, le modèle du courtier de base, dans le monde de la finance traditionnelle, peut être répliqué dans le monde de la crypto-monnaie. Et c'est de se dire que ce courtier-là, il va aller me choper le prix le meilleur à l'instant T pour mon cas, pour la quantité, pour la crypto-monnaie que je veux. On Donc, il y a, a aussi. on a une application, désolé encore une fois de te couper, on a une application qui propose ça et qui est Swissborg, sur lequel je me suis penché dès les débuts de mes investissements aussi, qui est une application qui justement a pour but d'essayer de vous trouver la crypto-monnaie pour le prix le moins cher en comparaison avec l'euro. Mais par contre, à contrario, comme tu l'as expliqué, vu que ça passe par des algorithmes et des traitements de données très rapides, puisqu'il faut pouvoir comparer un petit peu tout en même temps, on va pas pouvoir avoir un catalogue qui va être immense sur ce genre d'application. Donc voilà, il faut vraiment savoir où on va. Soit on va chercher dans le simple, mais le moins cher, mais attention, parce qu'il y a des frais quand même qui sont liés comme à toutes les plateformes. Soit on va plutôt se concentrer sur un plus grand choix, voire beaucoup, beaucoup plus large de crypto, mais sans forcément avoir le meilleur prix à chaque fois. C'est ça, exactement. Ok, écoute, c'est très très bien. On continue peut-être avec peut-être quand même comment échanger ses premiers bitcoins. On n'en a pas vraiment parlé. Il faut dire les étapes s'il y a des gens qui veulent commencer à s'y intéresser. Mais c'est très simple. En général, vous vous inscrivez sur la plateforme de votre choix. On en a donné beaucoup aujourd'hui. Donc juste pour les citer, Binance, là on parlait de Swissborg. On parle de Coinbase, on parle de Kraken. Est-ce que tu en as peut-être d'autres qui te viennent à l'esprit comme ça Ouais, on a blockchain.com, on va avoir sur des choses un peu plus poussées, on va avoir des Bitfinex, on a Bitpanda, du coup, petite pub, on a Descoin, mais pour le moment, c'est pas Évidemment. encore prêt, mais à terme, ça sera proposé. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire, il existe un panel d'offres qui est sur le marché qui est forcément adapté à quelqu'un. Quand une personne va développer une plateforme, elle va essayer d'avoir une cible qui est assez précise. Donc, si elle va viser des néophytes, théoriquement, elle va essayer d'apporter des solutions à vos besoins. Et si à terme, vous souhaitez partir sur une plateforme qui est un peu plus poussée, ben voilà, ça restera la répartition. Il existe énormément de comparateurs. Il y a de très bons médias français qui font des comparaisons entre les différentes plateformes qui vous permettront tout simplement de faire votre choix et de vous aiguiller sur comment acheter mes premiers bitcoins. Ouais. Donc, ouais, sur le processus, donc c'est tout simple. On choisit la plateforme, on choisit le montant qu'on veut investir. La plupart du temps, je vous le conseille, si une plateforme ne vous demande pas de KYC, donc c'est le Know You Customer, ça veut dire qu'on doit récupérer l'identité du client pour investir. C'est comme si vous investissiez en bourse ou peu importe. On va vous demander des documents en fonction du montant que vous allez investir. Mais déjà, par exemple, ce premier critère-là, si on ne vous demande pas ça, c'est potentiellement parce que la plateforme, elle n'est pas régulée. Ce qui veut dire que si demain, il y a un hack ou quoi que ce soit, on ne pourra pas revenir les chercher parce que elle est potentiellement pas régulée. Voilà, Ça, c'est un ça, aparté. c'est un gros red flag. Le KYC, comme tu le dis, le Know Your Customer, du coup, très très important. Quand on s'inscrit sur une plateforme, ils vont pas juste nous demander nom, prénom, pseudo, adresse email. On n'est pas sur Game. Là, ça va vraiment être donc photo d'identité, soit photo passeport même. Il y en a qui demandent 2 identités. Des fois même des photos qui prouvent que c'est bien vous qui êtes là. Donc ça va être une photo avec vous, avec votre téléphone marqué dessus. Kraken, tu vois, des choses comme ça. Je vais un petit peu loin, mais en vrai, il y a vraiment, du coup, cette régulation qui est devenue obligatoire pour tous ces sites-là qui veulent se faire connaître en étant des sites sérieux. Donc, attention, si vous trouvez un site un peu shady, dont on n'a pas parlé, qui vous demande juste, tiens, nom, prénom, petit mot de passe, et puis c'est parti en avant Guingamp. Non, on évite ce genre de petites choses.
C'est ça. Et c'est vrai que certaines plateformes ne peuvent, par exemple, à l'inscription, ne pas vous le demander, mais dès que vous allez déposer vos premiers euros, ils vont nous demander de passer à la vérification. Ou ça peut être, par exemple, jusqu'à 1000 euros, on ne vous demande pas de KYC et on les passe à partir de 1000 euros. Ça va vraiment dépendre de la politique et notamment du pays dans lequel réside la plateforme. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, c'est des dispositions légales qui sont obligées aujourd'hui avec la lutte anti-blanchiment d'argent et qui sont répliquées du monde traditionnel au monde des cryptos qui C'est aujourd'hui normal. n'est pas forcément toujours adapté, hein. On le voit un peu en France où ils durcissent peut-être un peu trop. Mais voilà, c'est quand même dans l'idée, il faut se dire, c'est quand même rassurant et c'est parce que la plateforme, elle est legit. Euh, donc, une fois qu'on a fait ce KYC là, on choisit la crypto-monnaie. Il existe plusieurs moyens de paiement pour commencer à acheter. Soit on va payer par carte bancaire, soit on va payer par virement. Je vous déconseille dans l'idée la carte bancaire parce que la plupart du temps, bah, les plateformes qui vous proposent la carte bancaire auront forcément un fee qui est plus élevé parce que forcément, il y a un prestataire de carte derrière qui va prendre des fees. Donc, il faut faire attention dessus. Ça peut être de l'ordre de peut-être de 3 à 6-7% pour des achats par carte bancaire. De, Alors que de- la plupart. de mémoire, pardon, c'est 1,8 sur Binance par carte bancaire. Ça C'est ça, commence à voilà. 1,8%, ouais, en tout cas. C'est vrai qu'ils ont baissé récemment. Et en fait, c'est pour ça, ce frais de 1,8%, il faut également faire attention parce que bah, la référence à l'époque, quand on commençait, enfin, qui est toujours une référence, hein, pour rappel, Coinbase vient de faire une entrée en bourse enfin, une valo de 90 milliards. Donc, C'est c'est énorme. quand même colossal. Mais à l'époque, eux proposaient, par exemple, je crois qu'ils proposent toujours, c'est aux alentours de 3 ou 4% de frais. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que les 3 ou 4% de frais, ils vont peut-être faire des frais cachés parce que bah, en réalité, ils vont vous proposer un tarif compétitif. Donc, par exemple, sur Binance, on vous prend 1,8%, sauf que bah, le prix du Bitcoin, il va être peut-être 1000 euros plus cher. Donc, en réalité, au lieu de mettre 3% qui sont les vrais frais que vous prenez, bah, il vous affiche 1,8% et en réalité, vous avez les quantités comme si vous avez eu moins 3%. Donc ça, c'est peut-être un peu trop complexe à comprendre, mais ça reprend le principe de se dire, j'ai des frais qui sont affichés, donc des frais de coût d'acquisition par carte bancaire ou par virement, ou des frais de trading. Et il y a également mon coût d'acquisition du Bitcoin, à quel prix je l'achète. Et ces frais cumulés bah, peuvent représenter pour certaines plateformes des frais qui sont très élevés. Je prends le cas de crypto.com sans les incriminer, mais par exemple, crypto.com ou d'autres plateformes qui disent que voilà, vous avez zéro frais de trading, ou si vous prenez eToro, zéro frais de trading, mais en réalité, ils prennent la marge sur le cours du Bitcoin qui vous vend. Donc faites attention à ça, quand même à comparer et à avoir des retours de différents utilisateurs. Et je pense que maintenant, c'est de plus en plus mainstream. Donc vous connaissez forcément quelqu'un dans votre entourage qui commence à connaître un petit peu les plateformes. Et du coup, ça peut peut-être faire la transition. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair pour toi sur la partie échange, mais faire la transition sur tout ce qui est affiliation et comment est-ce que les gens vous Ouais, ramènent tout simplement sur les plateformes. ouais, Euh, alors, je te euh, laisse introduire, je branche mon ordinateur, j'ai plus de batterie. pas de problème. Eh bien, du coup, venons-y aux affiliations, puisqu'il faut savoir que quasiment tout le monde ici peut générer un lien d'affiliation à travers les plateformes. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bien, il y en a aussi qui sont plus ou moins euh, intéressantes, mais il y en a aussi qui sont un petit peu, qui peuvent paraître en tout cas un petit peu dangereuses. Je m'explique. Il est possible des plateformes qui vous proposent monts et merveilles, des plateformes un petit peu nouvelles en général qui vont vous proposer monts et merveilles. Ouais, si vous ramenez une personne sur la plateforme, on vous offre 10 000 euros. Enfin, j'exagère évidemment, mais voilà, des choses comme ça. Ça aussi, si la plateforme elle est toute nouvelle, que vous n'en avez pas entendu parler, ça peut être un red flag. Par contre, lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme de trading pour la première fois, essayez selon moi, si c'est une plateforme quand même assez connue, de passer par des liens d'affiliation. Parce que pour vous, comme pour la personne qui vous a donné le lien, vous aurez des avantages. Moi, par exemple, comme je l'ai dit, ça c'est ouvert à tout le monde, hein. Moi, c'est pas en tant que statut d'influenceur, c'est en tant que statut normal de personne classique. Eh bien, sur Swissborg, j'ai un lien d'affiliation. C'est-à-dire que si une personne, eh bien, fait un dépôt de minimum 50 euros sur la plateforme Swissborg que j'utilise, eh bien, il aura, lui, un ticket à gratter d'une valeur de 1 à 100 euros, avec, on va pas se mentir, des tickets qui sont plus généralement basés sous les 10 euros que d'autres, mais bon, ça peut arriver, un petit coup de chance. Imagine, tu déposes 50 euros et tu as 100 euros de ticket à gratter, bah, tu es très content. Et moi également aussi, je vais récupérer un ticket à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire sur cette plateforme grâce à mon lien.
Donc il y en a plein des systèmes de rewards comme ça qui existent sur plein de sites. Là, si on parle de Binance, bah, vous aussi, demain, si vous avez un compte sur Binance, vous pouvez créer un lien d'affiliation. Et en fait, ce qu'il y a de particulier sur Binance, c'est que le lien d'affiliation, si vous n'êtes pas partenaire Binance, eh bien, vous allez pouvoir modifier le pourcent d'intérêt que vous allez prendre sur les frais de Binance. Je m'explique, c'est une petite chose que vous mettez comme ça de droite à gauche qui comprend 20%. Je rappelle, ça c'est quand on n'est pas partenaire. Quand on est partenaire, ils ont un autre système. Je n'en bénéficie pas pour le moment puisque je suis tout nouveau entre guillemets sur les cryptos et j'ai pas encore fait de vidéos, d'affiliation, de trucs comme ça. Donc voilà. Pardon ? Ça ne serait tardé. Bah écoute, on verra s'il me contacte, mais voilà. Donc en gros, imagine tu places ton curseur au milieu, ça veut dire que bah, sur les 20%, toi tu vas récupérer 10% de commission sur les frais que Binance appliquait à ton utilisateur que tu as parrainé, et lui va récupérer et va payer 10% moins cher, d'accord ? Tu peux déplacer le curseur pour faire 20% pour toi, 0 pour le mec. Je trouve pas ça très cool. Moi j'en ai un de lien et tu peux le mettre de droite à gauche. Moi je l'avais mis à 15,5 comme ça tout le monde y gagnait un petit peu. C'est ce que j'avais mis sur le groupe Telegram. D'ailleurs le groupe Telegram si vous le voulez, on est quasiment 500. Putain ça continue à avancer sur ce petit groupe là donc ça fait extrêmement plaisir vraiment. Et du coup en haut j'ai mis mon lien de référence Swissborg et j'ai mis mon lien de référence Binance. Mais voilà, il existe, comme je vous l'ai dit, beaucoup de sites et je pense que, franchement, tu m'arrêteras si je me trompe, Julien, mais je pense que absolument tous les sites proposent au moins un système d'affiliation, de parrainage, de trucs comme ça, bah pour intéresser les utilisateurs et tenter d'avoir des utilisateurs qui amènent d'autres utilisateurs, parce que finalement, eux, ça leur coûte, on va dire, pas grand-chose et au final, ça leur permet de faire des petits pour avoir de plus en plus de gens sur une même plateforme, pour tout simplement pour capitaliser plus. Je pense vraiment que tout le monde le fait. Il y en a des plus ou moins intéressants comme je vous ai dit. Moi je trouve que le système Swissborg il est pas mal parce que tu as cette petite truc tu sais moi quand j'ai un nouvel utilisateur sur Swissborg je me dis vas-y est-ce que je vais avoir plus de 50 balles. Pour l'instant c'est jamais arrivé. Le maximum que j'ai eu c'est 20 balles. J'étais déjà très content. Et sinon la plupart du temps on va pas se mentir c'est 2, 4, 7 euros quoi. Mais bon je me dis quand tu déposes 50 euros le mec ça lui fait toujours plaisir hein. Ça fait déjà tout ça de gagner. Non. Et puis pour moi c'est intéressant aussi quoi. Donc voilà. Et c'est vrai. Et en plus, enfin, Swissborg, c'est assez drôle. Ils ont un peu gamifié du coup cet aspect, vraiment affiliation. Donc c'est intéressant. Et c'était intéressant du coup que tu parles et que tu abordes le sujet de l'affiliation également parce que il y a énormément de projets qui se lancent, il y a énormément de plateformes qui se lancent. C'est limite des fois la course à qui fait la plus grosse affiliation. Ouais. Mais ce qu'il faut se dire derrière également, c'est que toutes ces affiliations, elles ont un coût pour la société. Donc forcément, il y a des sociétés qui sont peut-être pas rentables. Donc en fait, c'est un peu le modèle des néobanques ou des banques. Hein. On essaye de dire, bah voilà, pour ton bac, on te donne 200 euros si tu viens chez nous. Ouais. Tu te rends compte que bah, les coûts, derrière, il peut se passer des choses. Donc sur des plateformes qui te proposent et qui n'ont pas de background derrière, énormément d'affiliations, c'est se poser aussi la question de la rentabilité. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui investit près de 100 ou 200 euros pour faire venir un client en leur donnant, par exemple, je sais pas, comme Swissborg, 50 euros maintenant, ça veut dire que bah, toi, en termes de frais, il faut que tu passes, je sais pas, peut-être l'équivalent de 3 ou 4 000 euros. Ouais. Donc, faut aussi se dire qui est-ce qui fait l'affiliation, est-ce que c'est reconnu, et peut-être des fois être moins gourmand sur l'affiliation que je vais avoir, mais encore une fois, passer par une plateforme qui est reconnue et bien établie. Et du coup, ça fait aussi la transition sur des mauvaises affiliations dans le monde de la crypto-monnaie, vous allez en voir partout. Et la plupart du temps, il y a deux méthodes pour entrer dans la crypto-monnaie. C'est soit on va vous dire, bah voilà, la technologie c'est une révolution, soit on va vous dire, vous allez devenir riche. La plupart du temps, du coup, quand on vous dit, vous allez devenir riche, C'est c'est pas bon. principalement parce que la personne, elle a une affiliation qui est énorme. Et cette affiliation-là, elle va vous dire, bah voilà, si tu viens sur ma plateforme par mon lien, ça te permet de gagner 50. Et ainsi de suite, si toi tu es venu et que tu reparraines deux autres personnes derrière, tu vas en avoir 60 euros. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est des systèmes qui sont pyramidaux. Ouais. Il y a énormément d'arnaques c'est pas révolutionnaire, hein, ça existait dans de nombreux autres domaines dans la finance, mais dans le monde de la crypto-monnaie, c'est vrai qu'il est de plus en plus mis en avant des projets qui vont vous dire sur certains groupes, sur certains Telegram, si tu veux même, je viendrai sur le Telegram et peut-être que s'il y a certaines personnes de ta communauté qui parlent de projets, peut-être un peu donner mon avis, mais je sais que nous, on a énormément de questions, Owen a énormément de questions
sur Tu des projets m'étonnes. où Ouais, en fait, ouais. c'est des gens qui vont mettre en avant un projet, qui est un projet qu'on dit de MLM, et c'est tout simplement en fait des gens qui essayent de ramener d'autres gens. C'est un système de pyramide. Et en fait, en haut, quand tout s'écroule, bah, c'est les mecs qui ont ramené le plus de gens en dessous, qui sont les plus riches. Et quand ils partent, bah, c'est les gens qui sont en bas qui sont encore, enfin, qui sont Lésés, fait tout avoir. simplement. Ouais, C'est ça. c'est le principe de la pyramide de Ponzi qui existe, comme tu l'as dit, Exactement. dans la finance traditionnelle, hein. D'ailleurs, si vous avez regardé le documentaire sur... Ah, j'en ai parlé en plus dans le récap. Merde, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec là qui s'était fait épingler Madoff? pour... non, un mec qui s'était fait épingler pour pédophilie, etc. Enfin, un truc vraiment glauque. Bah, il a travaillé pour une personne et cette personne-là s'est fait, elle, arrêter parce qu'elle générait une pyramide de Ponzi et que, bah voilà, aux États-Unis, ça s'est vu. Évidemment, il y a l'affaire Bernard Madoff, effectivement, Ouais. mais voilà. C'est évidemment interdit, régulier, mais malheureusement, quand c'est dans le domaine de la crypto-monnaie, bah, c'est peut-être un petit peu plus difficile aussi pour les autorités compétentes d'arriver directement à bloquer tout ça. Donc, ouais, il faut vraiment, vraiment faire attention au système de parrainage. Moi, ce que je vous conseille au niveau des parrainages, c'est souvent, ouais, tout le temps, en fait, de regarder la transparence de la personne. La personne, elle devrait vous dire, en fait, au même titre qu'une OP hein, dans le monde du gaming traditionnel, moi je vous dis tout le temps quand mon stream il est parrainé, quand mon stream est Ouais. sponsorisé, en fait, elle devrait déjà tout le temps vous dire, moi, si vous passez par ce lien, eh bien, je vais gagner quelque chose, et elle devrait même préciser, selon moi, ce qu'est ce quelque chose. Si jamais c'est pas le cas et que vous voyez tiens, oh, putain, j'ai entendu parler de ce projet, il est absolument génial, ça s'appelle le Junpei Coin, cliquez sur ce lien dans la description, vraiment c'est important, hein, celui-là, pas un autre lien, mais vraiment celui-là, et que vous voyez que dans le lien, et c'est un bit.ly ou c'est un lien qui ramène à une ref, et qu'on vous dit rien de plus, il y a de grandes chances, et qu'en plus dans la vidéo on vous dise, hey, vous allez voir, avec 10 balles, demain vous allez être riche, vous allez gagner 10 millions, il y a de très grandes chances pour que ce Qui est? soit Qui est? voilà, un schéma de Ponzi, et je pense que c'est important, moi, dès le début, de vous sensibiliser à ça, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense vraiment et honnêtement que passer par un lien de parrainage sur n'importe quelle plateforme, ce sera toujours bénéfique pour vous parce que c'est ce que les plateformes essayent de faire. Par contre, si ça l'est pas, si c'est mal expliqué, si c'est shady, c'est-à-dire que vous y comprenez pas grand-chose, ou qu'il y ait des liens un petit peu qui paraissent trop beaux pour être vrais, souvent, c'est de la merde. Ouais. Justement, ça me fait rebondir parce que je viens de voir I am for, je crois, dans le chat, qui vient de faire le seul Junpei Coin, c'est celui-ci, sur la BSC Scan. Ah oui, Euh, c'est possible, hein, c'est possible ouais, qu'il ait fait un NFT. exact. Enfin, alors, je pense pas que c'était un NFT, mais c'est vraiment un token. Enfin, via cet exemple, c'est vraiment se rendre compte que demain, tout le monde peut créer une crypto-monnaie. Enfin, c'est Maintenant, il y a des outils, c'est kiffer très ma simple. passion, quoi. Et donc, c'est très simple de dire, bah voilà, sur cette crypto-monnaie, tu es le premier à rentrer, je t'assure, tu vas gagner de l'argent avec ça. Et la personne, elle va mettre un petit peu. Et vu que c'est lui qui a décidé la liquidité qu'il avait sur le token, bah, il va t'en envoyer 50. Et tu lui dis, bah, à chaque fois que tu ramènes une personne, je t'en donne 50. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on peut vraiment créer un écosystème dans la crypto-monnaie très rapidement et donc également arnaquer très facilement les gens. Euh, et le deuxième point, c'était sur YouTube. Ça se fait un petit peu moins, il me semble, en ce moment. Il y a une époque, il y avait des lives de vraies personnes. Donc, par exemple, c'était Elon Musk ou c'était CZ, le président, enfin, le CEO de Binance. Ils faisaient des lives et on disait oh, 100 BTC giveaway. Et donc, du coup, c'était un vrai live qui avait Ah été ouais. retranscrit. Et les gens envoyaient, on vous dit souvent, envoie un BTC, je t'en renvoie 10. Alors ça, je vous le dis, ça n'existe pas. Sinon, je pense que les Ouais, personnes ouais. qui seraient en face, elles ne seraient pas riches. Tu sais, ça me fait penser aux arnaques par email. C'est ça. Le prince saoudien qui a des milliards pour toi en héritage, mais il faut que tu lui envoies à peine 200 balles pour pouvoir les débloquer. Ça n'existe pas, les gars. Évidemment, vous faites pas. Mais c'est très important de le rappeler, hein. Je suis très content que tu en aies parlé parce que bah, je tiens à vous Et, préserver, quoi, la commu, tout simplement. et le pire, c'est que du coup, ils utilisent des plateformes qui sont bien recommandées et bien reconnues pour justement bah, faire la promotion de ça. Et donc, c'est encore plus difficile de distinguer. Et c'est vrai que nous, on a des personnes qui sont bah, déjà fait avoir, malheureusement, parce que bah, en face, on voit vraiment, c'est vraiment Sisi. Le Binance, enfin le Twitter Binance, c'est vraiment affiché tout comme Binance, mais en réalité, le hashtag, c'est pas du tout le vrai, enfin le arrobas, c'est pas du tout le vrai arrobas. Enfin, on peut se faire avoir rapidement, Ouais. autant dans le monde traditionnel que le monde de la crypto. Mais c'est vrai que le monde de la crypto-monnaie, vu qu'il y a encore pas peu de régulation, mais c'est en train d'être régulé,
bah, c'est vrai que c'est encore plus propice potentiellement aux arnaques. Ouais. Il y a une question qui me semble importante de la part de Arc6 qui dit question d'un néophyte, est-ce possible d'avoir une vidéo qui explique de A à Z comment investir sereinement sur quelle plateforme et surtout qui peut répondre à nos questions de noob, soit en vidéo, soit en chat direct. Merci. Alors, la dernière question pour répondre aux questions de noob, je te conseille de rejoindre le groupe Telegram. Tu sais quoi? Je vais directement le balancer dans le chat comme ça, c'est bon parce que dans le groupe Telegram, il est, en tout cas le mien, très bienveillant depuis le début. Je sais pas par quelle magie, mais vous me régalez. Il y a beaucoup de gens qui apportent leur expertise, leurs conseils. Moi-même, j'en apprends assez fréquemment sur le truc. Alors attendez, je vous envoie ça tout de suite. Par contre, un tuto de A à Z, eh bien, encore une fois, j'y reviens. Il y a Asher qui en a fait un qui s'appelle d'ailleurs Binance de A à Z, je crois, où il vous parle de tout ça. Il vous explique sereinement comment investir et voilà, faire attention à ce que l'on fait. C'est un tuto qui dure 50 minutes, hein, donc il y a beaucoup d'infos à ingérer. Mais moi, pour le coup, ça m'a été très utile et des fois, je m'y réfère pour certains trucs sur les futurs et tout qui sont une autre partie du trading dont on n'a pas parlé et dont on parlera certainement pas aujourd'hui. Mais voilà, c'est très intéressant et voilà, je vous le conseille. Je vais pas vous mentir, il y aura certainement mes tutos qui vont arriver aussi par la suite. Cependant, j'ai ni la prétention, ni je pense la compétence pour le moment de vouloir vous le faire. Donc si vous ne pouvez pas attendre, eh bien renseignez-vous auprès d'autres youtubeurs. Il y a vraiment des gens qui le font bien. Voilà. Tout à fait. Voilà. J'espère que le tuto sera sur Descoin à terme. Ah écoute, on pourra en parler, on pourra en discuter. On pourra parler de partenariat évidemment, Julien, on y viendra. Et du coup, je pense qu'on a à peu près expliqué. Enfin, c'est vrai que je pense que le tuto vidéo, forcément, ça sera beaucoup plus simple pour Bien sûr. comprendre aux gens. Ouais. L'idée du Telegram, elle est très bonne aussi parce que surtout s'il est bienveillant, hein, Ouais. ça te permettra de t'aiguiller. Sur le Telegram, on Ouais. refuse toute offre pour l'instant commerciale. Il n'y a personne qui vient pour dire hey, venez sur mon app et tout. On est juste là pour s'entraider pour le moment. Peut-être, j'ai déjà fait un sondage pour leur demander est-ce que si un jour j'utilise ce groupe Telegram pour faire de la pub qui vous aiderait, qui vous ferait gagner quelque chose à vous et ferait gagner quelque chose à moi, ça vous intéresserait? La majorité avait dit oui ou alors ils s'en foutaient quoi. Il y avait très peu de gens qui étaient contre. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que, comme j'ai dit, de toute façon, je suis encore un petit dans ce monde-là et que l'occasion ne s'est pas présentée. Si jamais c'est le cas, je vous le redirai évidemment. Mais pour l'instant, personne ne fait sa pub sur quoi que ce soit. C'est un groupe qui est là pour conseiller les débutants, pour donner son avis sur les cryptos et pour étoffer ses connaissances autour de l'environnement. Ouais, et surtout, du coup, moi, je suis dans énormément de groupes Telegram, du coup, J'imagine. à foison, c'est toujours telle crypto va pump, telle crypto va monter. Je pense que même toi, au début, tu vas commencer à le voir. Il y aura beaucoup de personnes qui vont dire oh, ce token-là, il est intéressant, il est intéressant. Donc, c'est juste pour le rappeler. En effet, il y a des tokens qui peuvent être super intéressants et ça vaut le coup d'y aller. Mais renseignez-vous toujours un petit peu et on reprend le principe de base qu'on avait dit au début. Est-ce que c'est dans mes objectifs de prendre un token qui est prêt à faire diviser par 50% ou pas? Donc, il faut toujours se dire que si c'est un token que vous ne connaissez pas, renseignez-vous un petit peu. Limite, posez des questions au mec qui a mis en avant ça sur le Telegram. Et si vraiment le projet il a quelque chose derrière, si vraiment il y a une vraie révolution, la personne qui vous a apporté ce projet dans le Telegram, il sera capable d'apporter les arguments. L'émission sera en replay évidemment, elle sera en replay sur mon YouTube. Si vous tapez point d'exclamation YouTube, vous aurez la chaîne et il n'y a pas que ça sur ma chaîne parce que moi je fais aussi beaucoup de gaming, mais vous l'aurez en intégralité sur YouTube, c'est sûr et certain. Dès demain d'ailleurs, je pense. Écoute, Julien, je pense qu'on a fait quasiment le tour. Déjà, merci parce que ça fait 1h30 quand même qu'on est ensemble. Juste avant de faire un AMA, on va dire très rapide, je voudrais parler d'une dernière chose qu'on a peut-être un petit peu évité. On a parlé de trading, mais j'aimerais rapidement qu'on parle de launch pool, de yielding, vraiment très rapidement, sans s'étaler. Qu'est-ce que c'est que le yielding, le launch pool, les autres manières d'investir dans la crypto? Parce qu'il n'y a pas que l'échange de crypto. C'est pas que, tiens, j'achète de l'euro contre du bitcoin. Il y a d'autres choses derrière. Est-ce que si j'ai un petit peu de BNB aujourd'hui, qui est la monnaie de Binance, je peux en faire quelque chose? Ou demain, la monnaie de Descoin, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et qu'est-ce qu'on peut en faire finalement? Tout à fait.
Donc, enfin, je vais reprendre, ça c'est une phrase que Owen il dit souvent, il y a trois méthodes pour investir dans la blockchain ou dans la crypto-monnaie. La première, c'est on investit dans une startup ou dans une société qui développe des solutions blockchain. Soit on va acheter directement du Bitcoin, ou soit on va faire un petit peu de la sécurisation de blockchain, donc on va participer au réseau, et en participant au réseau de sécurisation, on va obtenir des récompenses. Donc c'est cette troisième méthode-là dans laquelle on passe sur du yield farming, sur des méthodes un peu de DeFi. On va entendre parler de masternode, de stacking. Et c'est notamment là-dessus, comme on l'avait évoqué, je pense que ça peut être vraiment un sujet Twitch, un sujet de live ou de vidéo vraiment dédié. Mais pour essayer de vous expliquer un petit peu, cette troisième méthode-là, donc en dehors de faire un achat de token juste simple et dur et parier sur l'évolution du cours, là, on va donner par exemple une partie de nos tokens au réseau, donc par exemple du stacking. On va bloquer par exemple 1000 SNX, qui est une crypto-monnaie, ou 1000 Tezos. Ces 1000 Tezos-là, en les stockant, ils vont nous permettre de générer un revenu. Généralement, c'est toutes les minutes ou chaque bloc émis par la blockchain pour récupérer, par exemple, s'il y a un ROI estimé à 10%, je mets 1000 tokens. À la fin de l'année, j'ai à peu près 10 tokens qui sont émis en plus. Ce qui est intéressant vraiment dans cette partie masternode, yield farming ou stacking, c'est de se dire que je parie sur le cours de la crypto-monnaie, mais en plus de parier sur le cours de la crypto-monnaie, je vais faire travailler cette crypto-monnaie-là. Et en faisant travailler cette crypto-monnaie-là, je vais augmenter ma quantité de crypto-monnaie. Donc par exemple, à la fin de l'année, au lieu d'avoir 1000 tokens, j'en ai 1010. Ce qui fait que si le token il n'a pas bougé le prix et que j'en ai 10 de plus, bah, du coup, ça va me faire 10 fois le 1 euro par exemple du Tezos. Et ça vaudra 1010 euros. Et à l'inverse, si par exemple le cours il a baissé à 90 centimes, bah, peut-être que du coup ma valeur elle vaut peut-être elle vaut peut-être 900 euros, mais le fait d'avoir miné et augmenté ma quantité de tokens, bah, ça m'a permis de lisser les pertes en fait, parce que vous avez plus de tokens et bah, même si le cours il est plus bas, ça a permis de lisser parce que vous avez augmenté votre quantité de tokens à côté. Ouais. Donc ça c'est vraiment le principe de base, c'est toutes les méthodes qui vous permettent d'avoir du revenu passif à côté, donc un certain ROI, c'est ce qu'on trouve sur PancakeSwap, c'est notamment avec l'Ether 2.0 quand on les bloque, ça peut être tout type de farming ou de stacking ou de pool. Le principe même, il est un peu plus compliqué à expliquer et à comprendre sur la DeFi. On parle de liquidity providing, c'est le fait, ça reste le principe qui est le même, hein, on va bloquer des tokens sur une pool. Et parce qu'on met à disposition nos tokens, c'est comme ça que ça marche sur la DeFi, sur par exemple PancakeSwap, on met à disposition nos deux tokens, par exemple BNB, EGLD. Et en fait, pourquoi est-ce que je suis rémunéré? Je suis rémunéré parce que de l'autre côté de la planète, il y a une personne A qui veut échanger ses EGLD contre ses BNB, donc ils vont prendre dans la pool et ils vont les réchanger comme ça. Et de l'autre côté de la planète, j'ai peut-être quelqu'un qui veut du BNB contre de l'EGLD. Et vu qu'on a mis à disposition toute notre pool, donc on n'est pas le seul, hein, il y a des pools avec des millions de liquidités, ben, en fonction des frais qui vont être appliqués à chaque transaction, donc c'est quelque chose d'autonome hein, et c'est quelque chose qui est algorithmique, mais en fonction de la représentation qu'on a dans la pool, on va récupérer une partie du fee, une partie du frais qui a été appliqué à la transaction. Ouais. Et donc ça, en mettant à disposition les bloquants, ça nous permet de faire un revenu qui est généré tous les jours. Ça, c'est la manière fondamentale de l'expliquer. Si on vulgarise un petit peu, prenez-le comme un compte épargne. On va dire le livret A. Sauf que, sauf que l'euro, il a une valeur et pour vous, c'est toujours la même. Sauf qu'en vrai, la valeur de l'euro, elle change aussi. Elle change par rapport au dollar, elle change par rapport au yen ou au yuan, elle change par rapport à tout. Du coup, là, c'est exactement pareil. Mais au lieu de les appeler les euros, ça va être des Junpei Coin, d'accord? Eh bien, à la fin de l'année, normalement, sur votre livret A, vous recevez aujourd'hui 0,5% d'intérêt, donc c'est énormissime. Non, d'ailleurs, c'est une blague. Par rapport à certaines monnaies aujourd'hui, il y a, par exemple, on en a parlé, Swissborg. Swissborg, eux, sur un token qui s'appelle l'USDC, donc qui est un stablecoin, ça veut dire un token, c'est une monnaie qui va copier la valeur du dollar en permanence. Eh bien, aujourd'hui, ils peuvent permettre des yielding, donc des intérêts qui sont générés quotidiennement, et ça par contre c'est très important de le dire, qui sont d'environ 10% si on n'est pas premium, et si on est premium, je vous passe les détails, qui vont jusqu'à 20%. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre 0,5% sur un livret A, sur une valeur qui est l'euro, et 20% au maximum sur une valeur qui est le dollar côté crypto. C'est ça aussi qui me semble
20%, c'est hyper intéressant, quoi. Vraiment, ça. Évidemment, il y a des risques qui sont liés comme à tout, hein, on l'a dit. Hein, si jamais demain la plateforme Swissborg se fait hacker et que tout est siphonné, eh bien, dans le fion, hein, c'est comme ça. Mais je me dirais, c'est exactement pareil pour la banque, au final. C'est ce qu'on avait eu en 2008 avec la crise. Bon, il peut se passer des choses comme ça aussi. Donc, ça, c'est très important. Il y a, tout comme les institutions financières traditionnelles, des intérêts que l'on peut générer en fonction de ces montants de crypto. Et c'est très important de le souligner pour moi. Donc ça c'était juste pour vulgariser rapidement. Toi, tu as expliqué le principe fondamental qui est évidemment le plus important, mais pour ceux qui ont encore un petit peu de mal avec toutes ces notions, je voulais revenir là-dessus et faire le parallèle avec le livret d'épargne. Tout à fait. Et même pour te compléter, donc là on parlait par exemple sur Swissborg, mais il existe aussi des protocoles, donc là c'est sur la DeFi, qui nous permettent d'emprunter d'emprunter des tokens et le prêteur du coup est rémunéré. Et donc tout ça se passe sur de la DeFi, donc on n'interagit même pas avec une société comme Swissborg, tout est fait de manière décentralisée. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le risque d'opérateur qui est Swissborg qui fait faillite. Le seul risque qu'on a, c'est le risque en effet du protocole qui fait faillite, mais du coup, on revient encore sur les mêmes bases. Le protocole est la plupart du temps audité, donc c'est un protocole qui est open source. Mais voilà, le principe est le même. On peut faire à la fois des revenus sur la manière décentralisée et on peut faire à la fois des revenus sur un modèle centralisé. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les modèles centralisés se basent sur des modèles décentralisés, mais ils apportent cette contrepartie, le fait que bah, voilà, via notre plateforme, on vous garantit tant. Donc ça, c'est un peu plus rassurant également. Ce qui peut du coup faire le même parallèle entre le fait d'acheter des tokens sur de la DeFi directement ou acheter de la DeFi via un partenaire qui est centralisé. On aura les mêmes pour et les mêmes contre. Certains d'un côté, on aura moins de frais, mais de l'autre, on aura plus d'explications et plus de conseils. Ça restera toujours pareil. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, moi, ça me semble fou. Tu te dis que tu places ton livret A, tu es à 0,5%, ton taux d'inflation il est plus important que ton taux de livret A. Donc tu perds de l'argent tous les ans en les plaçant à la banque. Et encore plus avec le Covid, je ne sais plus combien de milliards d'euros ont été accumulés avec le Covid parce qu'on ne peut plus le dépenser. Forcément, les gens ils s'y intéressent de plus en plus et ils se disent bah voilà, comment est-ce que je peux optimiser ça? Parce qu'en réalité, l'argent, c'est pas que l'argent me sert à rien, mais l'argent, je peux prendre une petite partie pour essayer de penser à plus tard et à commencer à investir. Et donc, notamment, ces méthodes d'investissement, on va avoir des méthodes d'investissement qui vont être de l'ordre de 2-3% par an jusqu'à des 100, 1000, 2000 ou 10 000% des fois. Mais par exemple, plus vous allez monter dans le ROI, dans le pourcentage, évidemment, plus le risque il va être élevé. J'ai déjà été sur des protocoles avec du 7000, 10 000% par an. Je peux vous dire que j'y suis resté une semaine, c'était très rentable, mais par contre, tu y restes 3 mois de plus, bah, le token il vaut zéro. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'il y a un vrai sujet à avoir et à aborder sur cette partie-là. Ça, je pense que ça mérite limite son épisode à lui seul, parce que au niveau de PancakeSwap, etc., c'est des choses qui sont, je sais même pas si c'est plutôt nouveau ou pas, mais en tout cas, il en est très régulièrement, puisque comme tu l'as dit, au début le pourcentage est très intéressant, et puis petit à petit, il y a de plus en plus de monde qui en veut, et du coup le token va monter, voire exploser, et ensuite il va exploser en vol parce que tout le monde va vouloir revendre tous ses intérêts, parce que là on parle d'autre chose, c'est au lieu d'avoir, pour faire le parallèle, ton livret A, donc tu as ton livret A, tu mets 1000 euros dessus, d'accord, mais au lieu d'avoir des intérêts en euros, cette fois-ci on te les donne pas en euros mais en chips, tu vois. Et au début, personne n'a de chips, donc tout le monde va en vouloir pour générer plus d'intérêts. Mais au fur et à mesure, tellement de gens vont avoir des chips que la chips vaudra plus rien, puisque de base ça valait pas grand chose et que ça ne sert pas à grand chose. Et du coup, tous les intérêts que tu as accumulés en chips, pire, ceux qui ont acheté les chips de base parce qu'ils n'avaient pas assez pour générer des intérêts suffisants, si demain la chips elle vaut plus rien, s'ils ont mis 1000 euros de chips, ils se sont dégoûtés parce que ça leur revient à 50 centimes et grosse larme, encore une fois, tu as fait n'importe quoi. Donc il faut faire attention, mais ça, je pense que ça mérite son épisode entier pour le disséquer un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dessus à en dire. Donc on va se quitter là-dessus. Je vais proposer 2-3 minutes parce que j'avais dit 1h30 à Julien, ça fait déjà un petit peu plus de temps. 2-3 minutes de Ask Me Anything si vous avez une question en rapport avec ce qu'on vient de parler
ce serait nickel. On va essayer d'y répondre. Enfin, surtout Julien, qui est bien plus calé que moi. Et voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Replay français. Ah oui, c'est vrai que nous, on a les impôts en France, effectivement. Là aussi, on aura un épisode qui sera dédié. Normalement, c'est l'épisode de la semaine prochaine. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de contacter la personne en question. Mais ça se fera, je pense. On verra. De toute façon, je vous donnerai les infos sur les réseaux sociaux. Oui, il y a de l'imposition en France qui fait un petit peu mal au fion. Mais c'est pour ça qu'on a introduit les stablecoins. On vous en parlera dès que possible. Donc il y a quelqu'un qui pose la question replay sans autre mot. J'ai déjà répondu aussi. Ce sera évidemment sur ma chaîne YouTube pour avoir l'épisode au complet évidemment. Il y a beaucoup de gens qui passent dans les commentaires aussi pour dire que ils sont contents, que le concept leur plaît, que pour des néophytes ils trouvent ça très utile. Ça me touche parce que c'était pour ça qu'on a fait vraiment l'émission. Vous le savez, moi je suis un streamer à la base de jeux vidéo, mais je vous raconte beaucoup ma vie quand on joue et du coup je vous partage beaucoup de choses. Et vu que je me suis mis à la crypto récemment, j'avais envie de vous partager ça et envie d'en faire une émission puisque je trouvais qu'il y avait de moins en moins de contenu débutant sur la toile et sur Twitch ça n'existe quasiment pas. Et donc du coup je voulais remettre ça un petit peu au goût du jour, comme ça ça permet à tout le monde de s'y mettre un petit peu, on va dire, en même temps que moi. Donc voilà, ça fait plaisir. Je te découvre via Cryptomatrix, mais c'est très gentil, ça me touche vraiment. Pour moi, l'émission est une réussite, c'est pédagogique. Stablecoin, monnaie fiat, ça fait 30% quand même, lol. Oui. Tu sais qu'il y a une section crypto pour Twitch? Mais non, c'est vrai? Alors là, pour le coup, je ne savais absolument pas. Je vais regarder tout de suite. Si je tape crypto, c'est incroyable. Je le saurai pour la prochaine fois. Tiens, je viens de changer, je ne savais pas du tout. On me parle de stacking sur Elrond. Alors, il faudra peut-être être un petit peu plus développer un petit peu plus, Jérôme. J'ai vu aussi d'autres gens qui parlaient d'Elrond. Est-ce que tu peux, je sais pas, donner ton avis sur la méthode de stacking ou le projet peut-être? Ouais, non, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on investit sur une méthode d'investissement passive, donc c'est-à-dire qu'on sécurise un réseau, donc ça va être tout ce que vous avez entendu comme terme, du stacking, de la masternode, du yield farming, du liquidity providing. À chaque fois, c'est quand même, la plupart du temps, parce que je vois qu'il y a quand même sur le chat quelques personnes qui connaissent un petit peu, la plupart du temps, on le fait sur des tokens qui sont volatiles, donc c'est-à-dire EGLD, ça peut être du Tezos, ça peut être des tokens comme ça. Donc avant tout, on parie sur le projet. Et à partir du moment où on parie sur le projet, on va essayer de maximiser nos gains sur le projet. Mais ce qu'il faut se dire, c'est voilà, quand on parle d'un stacking sur quelque chose ou quand on parle d'un yield farming sur quelque chose, on parie avant tout sur le projet. Et après, il y a forcément la méthode de sécurisation qui est plus ou moins rentable en fonction des ROI. Et donc ça, c'est intéressant de regarder un petit peu plus dans le détail. Sur EGLD, sur Elrond, en effet, c'est une crypto-monnaie qui est quand même assez prometteuse. Ils ont vraiment pas mal de choses qu'ils essayent de mettre en place, autant sur la partie paiement. Ils sont très à jour sur la partie DeFi, NFT qui va sortir, il me semble. Donc c'est vraiment un token qui essaye de révolutionner et qui a cet aspect, on va démocratiser la crypto-monnaie à tout le monde et on développe des outils qui sont simples pour tous. Et donc ça, c'est très fort. Après, voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement. Il existe Évidemment. 20 000 types de crypto-monnaies. Mais en tout cas, voilà, EGLD est un projet à regarder. Un site qui pourra vous aider aussi pour vraiment là, pour les néophytes, c'est CoinMarketCap. C'est un site qui va Ah ouais. récapituler les plus de 8800 crypto-monnaies qui existent. Et la plupart du temps, c'est pas malheureux à dire, mais les meilleurs projets sont quand même les projets qui sont le plus en haut, parce que c'est des projets sur lesquels il y a de nombreuses personnes qui ont investi dessus. Et donc, c'est tous ces projets-là qui vous permettront d'en découvrir de nouveaux, mais également voir l'évolution des cours et voir un petit peu les tendances du marché. Donc ça, on parle de market cap, donc plus la capitalisation boursière, donc le nombre de personnes qui ont investi dans cette monnaie-là est importante, là, ça veut dire aussi qu'il y a quand même énormément de personnes qui ont, enfin, c'est pas que ça dérisquille, enfin, je sais même pas comment ça Ouais, se dit. dérisquifie, ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'on minimise le risque. Exactement, c'est mieux. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui minimisent le risque parce que les volatilités, plus il y a d'argent qui est dans cette pool, c'est pas parce qu'il y a une personne qui sort 1000 euros que le cours va descendre et inversement. Et également, ça veut dire qu'on rentre quand même dans une tendance dans la crypto-monnaie où aujourd'hui, il y a de plus en plus d'institutions, de sociétés qui investissent. Et donc par défaut, les grosses market caps, c'est les market caps où les grosses sociétés ont déjà injecté des millions d'euros.
Pour revenir un petit peu à tout ça, je rappelle, parce qu'on avait très brièvement parlé dans le premier épisode du Crypto Fan Club, pour connaître quel est le vrai projet. Et attention, moi, en étant néophyte, hein, enfin, je vais me classer quand même dans les néophytes, hein, ça fait que 4 mois, 3 mois que je suis là-dedans. Il existe quelque chose qui s'appelle le white paper, le livre blanc, qui permet de vous renseigner sur l'utilité fondamentale de la crypto-monnaie. C'est très compliqué à comprendre. Il y a plein de choses, moi, où je suis en mode, oula, faut que je recherche quelques terminologies parce que ça fait mal à la tête. Mais en tout cas, c'est très important si vous voulez vous investir sur un projet en vous disant, ah putain, ça c'est une révolution, dans 5 ans, ça va valoir 1000 fois son prix actuel, j'y crois à fond, etc., etc. Renseignez-vous via le livre blanc, le white paper, qui est souvent d'ailleurs en anglais, parce que c'est ça qui va donner toute la roadmap, tout ce que la crypto va pouvoir faire et ce que compte faire l'entreprise qui est derrière sur les prochaines années. Ce qui s'appelle du coup la roadmap, les objectifs de la crypto. Voilà, c'est très important, évidemment. Et du coup, c'est aussi pour ça que la plupart du temps, les plateformes, on va dire, suffisamment reconnues, elles font déjà ce travail de préévaluation sur justement le token en question. Ils ont déjà lu le white paper, ils ont interrogé les équipes sur les token métriques, sur la roadmap qui est mise en place. Et une fois qu'il y a ça, ils listent le projet. La plupart du temps, c'est ça. Il y a aussi également pas mal, enfin de plus en plus de ressources des médias français, Coin Tribune, Journal du Coin, qui justement essayent de vulgariser, Cryptost également, vulgariser un projet, et ils font des fiches projets relativement simples à comprendre qui vous permettent en 10 minutes de comprendre ce que Bitcoin veut apporter ou ce que Bitcoin Cash veut apporter ou peu importe autre crypto. Et je sais que Owen également, donc Asher sur sa chaîne YouTube, fait pas mal de vidéos où il reprend les principes de base, où il présente une crypto-monnaie en particulier et il va via tous ces points entre la réponse que la crypto-monnaie apporte dans le monde de tous les jours à l'émission de tokens, voilà, mais de manière vulgarisée. Eh bien, écoute, je te remercie énormément, Julien, pour ta présence aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on devait aborder. Donc, comment trader un petit peu ces nouvelles cryptos, avec quelle plateforme finalement. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser une plateforme? Tout ça, je pense qu'on l'a très bien couvert. On a parlé aussi du risque, un petit peu de la sécurisation. Je te remercie vraiment d'être passé sur le live, Julien. Je te souhaite bonne réussite pour toi et pour ton entreprise, Descoin. Et puis, évidemment, merci à ceux qui étaient présents, ceux qui regardent ça sur YouTube. Je ne sais pas si tu avais un petit mot pour la fin. Non, voilà, faites attention, ça reste de la crypto-monnaie, ça reste volatile, donc soyez bien entouré avant d'investir. Voilà. Voilà, après, faites-vous plaisir. C'est vrai que c'est un domaine qui vous permet également d'investir des petites sommes. Donc, c'est par exemple à la différence de l'immobilier ou des choses comme ça, c'est des sommes qu'on peut, de manière suffisamment liquide, retirer rapidement si on a besoin de cet argent. C'est un monde qui est risqué, mais voilà, il y a des bonnes opportunités, donc faites attention. En tout cas, c'est très louable à toi d'avoir fait ce tuto et même de mettre en place ce Telegram parce qu'il y aura énormément de questions. Et je te remercie également pour l'invitation, ça faisait plaisir. C'était une première pour moi sur Twitch. Super. Bonne soirée à tous. Tu étais très à l'aise, donc c'était nickel. Tu as l'habitude, je pense, de parler à une audience, d'adresser à une audience. Super. Écoute, je quitte le mythe et bonne soirée à toi. Eh bien, merci. Encore une fois, merci à vous. Ce live est terminé. À très bientôt pour un nouveau Crypto Fan Club qui aura lieu, on rappelle, tous les jeudis de 18h à la fin, d'accord, entre 19h, 19h30, ça dépend aussi du temps qu'a l'invité à me consacrer. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui. On a essayé d'être très vaste. Je vous remets le lien Telegram si je dis pas de B. Ah, je l'ai pas. Je vous le remets là. Je vous le remets via mon téléphone comme ça. Vous l'avez. Joyeux anniversaire à ta femme. Putain, il y en a qui sont très 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 renseignés ici, mais c'est vrai que c'est les 30 ans de ma femme aujourd'hui, donc on va pas rester 1 heure, voire 2, voire 10. J'aurais bien voulu continuer ce live et partir directement sur du React, sur l'investissement, puisque maintenant ça aura lieu le jeudi. On fera le Crypto Fan Club et juste derrière on enchaînera sur un React autour de l'investissement. Donc en gros on regarde une émission de télé qui s'appelle L'œil du dragon, qui est une émission québécoise sur tout simplement sur l'investissement en général. Je vais pas vous faire de dessin, de toute façon ça commence à être sur YouTube, donc vous avez tout sur YouTube. Et puis comme ça on reste un petit peu dans la thématique
financière du jeudi. Et puis le reste du temps, on continuera évidemment à faire du jeu vidéo. Vous le savez, vous aimez ça, on adore ça, on se régale. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Fais des bisous et c'est ciao.